J'ai 2 mots à vous dire. C'est quoi tes 2 mots? Je sais pas, j'ai pas encore réfléchi. J'ai 2 mots à vous dire. L'émission dans laquelle tout le monde peut dire quelque chose. Ouais, mais c'est pas obligé. C'est que si on veut. J'ai 2 mots à vous dire. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans J'ai 2 mots à vous dire, l'émission qui prend l'air, la température des régions. Et aujourd'hui, le pouls des managers. Nous sommes le 5 mars 2020 et nous enregistrons cette émission pour la première fois à Tours. Alors je sais pas si c'est parce que c'est la première fois ou si c'est toujours comme ça, mais il y a une ambiance de dingue en Touraine. Et alors que le coronavirus se répand et que le monde s'interroge sur l'intérêt de sortir de chez soi, eh bien nous faisons le choix de nous parler de près, en vrai, sans masque. Bas les masques, comme dirait la philosophe Mia. Ah, il y en a un qui tousse dans l'assemblée là. Sortez-le. Bon, de toute façon, alors ne craignez rien, je désinfecterai les micros évidemment à la fin de cette émission. Ça va de soi. 2 mots pour nous dire dans quel état d'esprit vous êtes, Frédéric. Super en forme. Super en forme. Ça marche. Paul. Je suis excité, prêt. Excité et prêt. Quelqu'un dans le public qui nous livre les 2 mots. On fait tout en 2 mots dans cette émission, c'est une obligation. Le micro, c'est Jean-François qui l'a. 2 mots pour qualifier ta sensation, Jean-François. Vas-y. Allô, je suis en forme, je suis prêt à vous écouter et voilà. Et à faire le bilan à la fin. C'est le préfet en fait, Jean-François. une femme pour équilibrer les genres, sinon on va croire qu'il y a que des mecs. À fond la forme. Cette émission, j'ai 2 mots à vous dire, est un petit peu particulière aujourd'hui puisque c'est une spéciale Germe. Germe, c'est quoi? Eh bien, c'est le réseau de progrès des managers. On en parle souvent sur cette chaîne Réussir. 2600 managers répartis au sein de 160 groupes partout dans l'Hexagone et dans les Outre-mer. 140 animateurs de groupes, 250 intervenants, c'est-à-dire des formateurs qui visitent ces groupes. Bonsoir Virginie. Bonsoir David. Virginie Loiseau, responsable de Germe Plus. C'est une soirée Germe Plus, c'est une émission Germe Plus aujourd'hui. Germe Plus, c'est Germe avec plus de quoi? Alors on a hésité avec Germe condensé, mais Germe Plus c'était quand même plus court et plus facile à retenir. Germe Plus, c'est tout simplement plus de germes, donc plus de germistes. Ici il y a des germistes de 4 ou 5 groupes différents de Tours, de Blois, d'Orléans. Et d'Orléans, bien sûr. Voilà, tout à fait. Et donc ça leur donne l'occasion de se retrouver au-delà de leur groupe Orléans et de ne Power pas est là. attendre, voilà, Orléans Power est là. et de ne pas attendre dans 3 ans la prochaine grande rencontre nationale. C'est ça, c'est plus d'intervenants, ça permet aussi de sortir de son groupe et de rencontrer les intervenants dans un autre contexte et d'en voir un peu plus que les 6 prévus dans l'année. Voilà, c'est un peu plus de tout et bientôt plus d'action. On va passer de la formation à l'action, c'est-à-dire qu'on... Alors là, c'est du scoop, tu vas adorer David. Ah ouais, le scoop. génial. Vite, faites un Facebook live, Roulement de faites tambour, un truc en live. Un petit roulement de tambour peut-être? Ouais, un roulement de tambour. Alors je peux te le trouver d'ici un quart d'heure. Normalement, d'ici 6 mois, un thème sera proposé par le conseil d'administration Germe, un thème en lien avec l'entreprise, un thème axé social. Et Germe Plus sera le lieu pour faire vivre ce thème, cette grande cause qu'on fera vivre pendant 3 ans sur les territoires et on changera tous les 3 ans. Ah voilà. c'est beau, c'est joli, ça. Elle se s'applaudit, c'est un petit scoop comme ça. Qu'est-ce qui fait la... Quand on a la chance de baigner dans l'univers de Germe, donc ce réseau qui forme des managers de façon tout à fait différente, innovante même la plupart du temps, on estime que Germe c'est un univers qui est magique. Qu'est-ce qui fait la magie de Germe? Donne-nous envie en tant que manager d'y adhérer. La magie, Il y a c'est tellement quoi? de magie différente en fonction de comment on vit Germe. Moi, en tant que salarié de Germe, la magie, ça a été ma première journée Germe dans un groupe d'Angers, où je me suis sentie accueillie comme si c'était ma famille. Au bout de 5 minutes, j'avais l'impression de connaître tout le monde et d'y être à ma place. Voilà, la magie Germe, c'est des gens qui sont là, qui sont simples et qui veulent le partager avec d'autres germistes. Mais je pense qu'on pourrait peut-être demander en 2 mots justement à Frédéric, Julien. Allez-y. Julien qui sera notre premier invité dans quelques instants. Julien, la magie de Germe, qu'est-ce qu'il a fait? Je dirais en 2 mots? En 2 mots par exemple. Authenticité et ouverture. Et ouverture. Alice est note parce qu'elle se dit authenticité, ça a été loué, il va falloir que je trouve un autre mot. Alice. Moi, je dirais solidarité
écoute, écoute. partage. Ouais, ça c'est pas mal. Vous voulez jouer à 2 mots pour décrire la magie de Germe? Non, moi je reprendrais plus une phrase d'un de nos membres du groupe, Jean-Manuel, qui dit Germe, c'est une hygiène de vie. C'est vraiment ça. C'est joli ça. Et à l'heure du coronavirus, c'est encore plus C'est ça. C'est germovirus, comme on dit. Le Voilà. germovirus. Fred? Moi, je rajoute simplicité, humilité. Très bien. Bon, bah voilà, en tout cas, quand... Oui, vas-y. Moi, je rajouterais également avec bienveillance. Et avec bienveillance. Échange de bienveillance. Naturellement. Et c'est vrai que tu parlais des événements nationaux de Germe. Il y en a eu au Puy du Fou, il y en a eu à Autran, sur le plateau du Vercors. Il y a eu Carcassonne. Et puis il y aura en octobre 2021 une destination qui est encore inconnue à ce jour. Vous avez donc le temps de nous rejoindre et d'adhérer d'une façon ou d'une autre au réseau Germe et de retrouver cet esprit que tu décrivais tout à l'heure. On fait 3 mètres et hop, on a l'impression qu'on connaît la personne depuis des années. Cette soirée, elle est un peu particulière puisque nous réalisons une émission dans des conditions du direct. Est-ce qu'il y a d'autres exemples de soirées? Ça ressemble à quoi une soirée Germe Plus? Une soirée Germe Plus, ça peut avoir des formats variés. Tu pourrais même être en petit-déj, mais c'est moins sympa, il n'y a pas l'apéro après. Les soirées Germe Plus, la toute première, on l'a fait sur la méthode Lego Serious Play avec un intervenant qui intervenait sur un thème complètement différent chez Germe et qui venait de se former. Donc il voulait tester en format plus court, voir s'il pouvait l'appliquer après sur une journée Germe. Il m'a dit clairement, Germe c'est un public bienveillant mais très exigeant, donc c'est parfait pour tester de nouvelles méthodes. Donc voilà, ça peut être le test de nouvelles méthodes, ça peut être une visite d'entreprise, des témoins d'adhérents Germe. Voilà. Ça a été il n'y a pas longtemps, moi j'ai eu le plaisir de participer à une soirée où on interviewait le directeur de port de la Criée de la Turballe et on a découvert un univers évidemment qu'on connaît tous de loin, mais voilà, quand on baigne dans cet univers-là, on apprend énormément de choses. Merci beaucoup Virginie De rien, merci à toi, David. d'avoir été avec nous pour ouvrir cette émission. Dans cette émission, Brigitte Bois viendra nous débriefer la Bâti-Run. C'est une expérience hors du commun consistait d'une épreuve sportive quotidienne et de la construction pendant une semaine d'une salle de classe d'école au Sénégal. C'est tout à fait stupéfiant, elle viendra nous en parler. Rose Noël Clément a décidé de quitter ses fonctions de manager au sein d'une entreprise de services informatiques pour devenir dirigeante de la société Au Panier d'Azay, à Azay-sur-Cher, juste à côté de Tours. Elle nous régalera de ses produits locaux juste après l'émission. Mais vous qui nous regardez de votre écran, mais peut-être qu'elle vous enchantera les papilles si vous décidez de vous alimenter chez elle. Les chroniques de Christelle et Caroline. Un débat aujourd'hui, faut-il renoncer au pouvoir du manager? Il se pourrait que ce soit un débat délicieusement énervant. Voilà, restez avec nous. Bienvenue dans J'ai des mots à vous dire. Voici le premier invité de cette émission. J'ai 2 mots à vous dire. L'invité de l'émission. Voici un homme qui a choisi le romantisme pour séduire. Prenez-en de la graine, messieurs qui nous regardez. Notre invité a passé une partie de son enfance à recopier des poèmes pour emballer les filles. C'est joli ça, après plus de 15 ans dans le management commercial, il a décidé de faire comme certains élus à l'approche des municipales, de cumuler les mandats et de devenir écrivain. Moi je rêvais d'être écrivain, et puis de pelleter des nuages pour que le soleil brille enfin, mais j'étais si mauvais à l'école. Est-ce qu'il était mauvais à l'école? Je ne sais pas, c'est même pas sûr. Non, même pas. Il publie son premier roman, ça s'appelle Le syndrome de la dernière page. Voici peut-être notre nouveau Guillaume Musso, peut-être le nouveau Marc Lévy, peut-être même le nouveau Pierre Lemaître, prix Goncourt. Il est tourangeau, il est adhérent Germe. Merci d'accueillir Julien Boisset. Merci, bonsoir. L'invité de l'émission. Et on va lui poser plein de questions. On va lui poser plein de questions. Bonsoir Julien. Bonsoir David. Alors, bon à l'école? Normal. Normal. Enfin, je veux dire, voilà, Ouais. le Donc strict minimum, mais ça suffisait. La pour chanson passer. avait ses limites en fait. Voilà, c'est ça. Paul et Fred sont avec moi pour te poser quelques questions. La recopie de poèmes, ça marchait ou pas? Ça a marché une fois, je crois. Ouais, Ah oui. Alors déjà, pour rentrer un petit peu dans le détail, c'était les lettres d'amour qu'écrivait Bonaparte à Joséphine de Beauharnais, que je piquais en fait dans les En disant, c'est livres moi de qui mon les ai père. écrits. Non, je les signais pas forcément. Enfin, je sais qu'à la fin, c'était 1000 baisers. Il aimait bien signer comme ça. C'est joli. Bon, bref, et donc c'était fin primaire, début collège, quoi. Donc j'étais vraiment jeune.
Mais ça fonctionnait pas forcément à chaque fois, mais bon, voilà. En tout cas, La démarche était belle en tout cas. Alice, approche-toi du micro, ça C'est un t'intéresse bon début déjà. C'est un bon de début. commencer comme ça. Je pense. Paul, tu as déjà interviewé, en l'occurrence Julien, dans un atelier Germe. Oui, effectivement, et du coup, c'est une question que j'ai à te poser. Philippe Moreau est un intervenant Germe et a pour toi une signification particulière dans ton changement. Alors pour ceux qui ne se resituent pas Philippe Moreau est un sportif de l'extrême qui a notamment, dont on parlera tout à l'heure avec la Batty Run. C'est soirée spéciale Philippe Moreau en fait ce soir. Ouais. Et qui a tenté la Trans-Australia, c'est de battre le record du monde de traversée de l'Australie en courant 3800 km. Est-ce que tu... 5000. Alors, on a 5000 à droite. Qui dit mieux? Attendez, je vais appeler Philippe, ça va pas traîner. En tout cas, il a fait des courses longues, des marathons dans l'Arctique, par moins 20 degrés, Antarctique, dans la vallée de la mort par plus 50 degrés. Enfin, c'est quand même quelqu'un qui s'investit. C'est un gars qui n'en veut, comme disait François Morel. Quel a été son rôle dans... Alors en fait, c'est vrai que ça a été un de mes déclics dans l'écriture. Donc comme le disait David, donc je commençais un petit peu à écrire, à recopier des poèmes quand j'étais plus jeune. Après, plus tard, je me suis lancé en parallèle de mes études de commerce. J'ai fait des études de scénario pour écrire sur un long métrage. Et vers 19-20 ans, j'ai déposé le crayon, j'ai fait ma carrière commerciale et je n'ai plus écrit. Et c'était quand la journée Philippe Moreau? C'était il y a 2 ans. C'était une journée à peu atelier. près. C'était en avril 2018, je crois. Donc ça fait 2 ans. Et donc Philippe en fait commence directement son introduction en disant, clairement en secouant les personnes qui étaient là. Il y avait 2 groupes Germe, on était une 40aine de personnes. Il commence à écrire sur un paperboard: immobilisme plus attentisme égale mort programmée. Et ça m'est rentré dedans comme ça direct. J'ai l'impression que la salle s'éteignait et que le gros spot que je me prends actuellement dans la tête était posté sur moi. Resserrez le spot là sur Julien, s'il vous plaît. Éteignez les lumières autour. Et ça m'a vraiment impacté. En fait, j'ai réalisé que même si j'étais épanoui dans mon métier de manager, le fait de ne plus écrire était un énorme manque et que je le mettais de côté pour diverses raisons. Et que si je continuais comme ça, ça allait pas le faire du tout. Et voilà, donc j'étais un peu en perte de sens. Et l'écriture m'a permis de rebondir, notamment grâce à la journée de Philippe. Paul, tu veux aller plus loin, tu veux en savoir plus? Oui, parce que tu parles également dans ton livre, au tout début, tu es en vacances et tu parles d'une chanson qui est également un déclic. C'est ça. Quel est son... En fait, donc c'était en avril, et donc la journée avec Philippe Moreau, et quelques mois après, c'était en août de la même année, j'étais donc en vacances dans une maison très sympa avec piscine et vue sur la mer, donc baie de Rosès, la baie de Rosès en fait en Catalogne. J'étais seul en train de lire, et d'un seul coup, venu de nulle part, une chanson alors que j'aime beaucoup, qui est très peu connue, c'est Song to the Siren. C'est un morceau du film Lost Highway de David Lynch. Donc bon, c'est pas très connu. Je cherche, on sait jamais sur un malentendu. Le groupe, c'est This Mortal Coil. Donc pas connu. Bref, cette chanson arrive de nulle part et ça devait être un voisin sur la colline qui envoie ce morceau, et ça a été comme un appel pour moi. Déjà, la chanson et les paroles sont très spéciales. C'est un appel à venir. C'est un peu la sirène qui appelle un homme à venir au fond de l'eau la rencontrer. Bref, et donc ça a duré à peu près 3 minutes 30. J'ai passé les 3 étés précédents sur cette terrasse, et les 2 étés qui ont suivi sur cette terrasse, il n'y a jamais eu d'autres morceaux musicaux lancés dans le voisinage. Il y a eu juste ces 3 minutes-là, c'était complètement mystique, et le soir même, je me suis remis à écrire. En fait, c'était vraiment comme une illumination. Je ne prends pas de drogue, je n'avais pas bu d'alcool. Oui, t'as arrêté ça. J'ai arrêté il y a longtemps. Et le soir même, je on a besoin de l'autre. Hein. C'est ça. Vraiment, je me remettais à écrire le soir même, en fait. Quand tu regardes le film dont tu es le héros, qu'est-ce qui fait que c'est le bon moment de te lancer dans cette deuxième carrière d'écrivain? En fait, j'ai pas choisi. C'est-à-dire que c'était non négociable avec moi-même, en fait, si tu vois ce que je veux dire. J'ai eu ce besoin d'écrire et de m'exprimer. Vraiment, donc l'écriture pour moi est un moyen d'expression, c'est-à-dire
faire sortir la pression que j'avais en moi avec le travail, la vie de famille, etc. Et l'écriture m'a permis de le faire. Et j'ai pas commencé tout de suite par l'écriture d'un roman, j'écrivais plein de choses, des idées, et un jour j'ai eu un autre déclic qui m'a donné envie de me lancer sur mon roman. Et alors, dans ta démarche d'écrivain, on va parler bien sûr du livre, hein, le syndrome de la dernière page, et de ce dont ça raconte en partie, parce qu'il y a tellement de surprises dans ce livre qu'on ne va pas vous le spoiler. Dans ta démarche d'écrivain, toi, tu tiens à aborder la question de la formation, de la connaissance de soi. En préparant cette émission, tu m'as dit, quand tu te donnes les moyens d'atteindre tes rêves, ça peut marcher. Cette quête de soi-même, ça m'a donné confiance. Sur le projet. C'est une dimension que tu souhaites aborder. Oui, c'est important pour moi et c'était important pour Philippe Moreau, justement, lors de sa journée. Il a vraiment accentué le fait que, en gros, dans la vie, tout le monde est capable de tout à partir du moment où il se donne les moyens alors, intellectuels, mais également en termes de préparation. Et lui, il s'est rapproché de référents. Parce que quand il a commencé justement à vouloir faire un marathon dans l'Antarctique, il s'est rapproché des spécialistes. Donc moi, c'est pareil pour l'écriture. C'est mieux. Pour ne pas mourir, en fait. Et donc, il a fait une longue préparation. Et moi, c'est pareil pour le roman. Je ne voulais pas me lancer en me disant, tiens, voilà, je vais écrire une histoire. Il y a de la technique à maîtriser. Et donc, j'ai suivi des masterclass données par des professionnels réputés, Éric-Emmanuel Schmitt et Bernard Werber, qui sont des auteurs très connus. Et donc, c'est grâce Qu'est-ce que tu as appris auprès d'eux ? Deux choses. On va dire que Éric-Emmanuel Schmitt c'était vraiment orienté. Il transmet toute sa boîte à outils, donc c'est sous format vidéo, une quinzaine d'heures de vidéo, et il est complètement transparent sur à la fois la démarche intellectuelle à avoir pour écrire, une sorte de lâcher prise, de ne pas penser au lecteur. Et la deuxième étape, c'est quand on réécrit. Là, par contre, de faire marcher l'autre hémisphère du cerveau et d'être beaucoup plus dans faire attention au style, ainsi de suite. Et Bernard Werber a plus transmis la notion d'aller creuser les leviers qui permettent de mettre sur la page son imagination. Donc une méthode notamment d'auto-hypnose où on creuse, on se concentre et on imagine comme un chemin en fait, on descend en soi-même. Sous hypnose, on peut suggérer ces bouquins. Alice, en fait, elle est typiquement l'adhérente germe qui écrit, qui note régulièrement. Idéal, comme ça, je peux retenir des choses de cette journée magnifique ou cette soirée. Et là, pour le coup, c'est plus le journaliste, c'est l'intervenant germe qui vient de te parler et qui apprécie quand les adhérents prennent des notes tout au long de la journée. C'est comme ça que j'intègre et que je retiens. Et voilà, je trouve que ce témoignage est super intéressant. Et ben voilà, tu interviens quand tu veux. Il y a des mots qui sont... Alors, quels mots, justement, t'ont particulièrement frappé ? Justement, avoir des référents. Donc ça peut s'appliquer vraiment à tous les domaines. Je trouve ça super, super riche. Enfin, je pense que tout ce qui est dit est assez intéressant. Donc c'est pour ça, je note. Je ferai un petit compte rendu. Elle boit tes paroles et t'as vu, elle s'est appropriée le livre. Donc tu vas devoir faire téléboutique achat de temps en temps et le montrer à la caméra. Voilà, le syndrome de la dernière page. Avant qu'on parle du sujet avec Paul, le narrateur du livre s'appelle Paul Fallois. Il est lui-même écrivain, il se lance lui aussi dans l'écriture, il avance cette formule. Est-ce que vous avez le courage de faire face à vous-même ? Alors c'est quoi tes trucs et astuces, puisque c'est une émission spéciale Germe, pour apprendre à te regarder en face ? Alors déjà, j'ai un petit truc tout bête que je fais tous les soirs depuis plusieurs années, au moment de me coucher, c'est que je fais la liste intellectuellement de 10 choses positives dans ma journée. 10 choses. Voilà, j'essaie de trouver 10 choses. C'est long quand même ça, non ? Non, c'est après quand tu trouves l'habitude. Je pars du matin. C'est comme le footing avec Philippe Moreau finalement, ça se fait bien. Après c'est une organisation, mais je pars toujours du matin jusqu'au soir et j'arrive à trouver 10 moments positifs dans ma journée. Et ça me permet de relativiser énormément de choses. Et j'arrive à trouver un moment sympa avec l'une de mes filles, ma femme, au travail, etc. Donc ça déjà c'est un truc. Il y en a qui utilisent ça déjà. Depuis que je le fais. Ça me fait beaucoup de bien. Ça fait beaucoup de bien. Il y en a qui utilisent ces 10 trucs par jour, Caroline ? Oui, alors moi j'ai beaucoup de respect sur les 10. Je m'étais limitée à 3 ou 5. Mais j'avoue que c'est vrai qu'une fois que tu es lancé, ça peut venir et on peut ne plus s'arrêter. Il y a des journées qui sont quand même mieux que d'autres. C'est ça. Voilà. Alors moi je m'arrête à 10 et je suis satisfait quand je me dis tiens, j'en avais d'autres à ajouter. Ouais, c'est génial. Donc voilà, c'est top. Mais bon, après, prenez du recul, c'est pas très compliqué. Dans les 10, j'ai souvent les 3 repas de la journée quand même. C'est pas, voilà. C'est donc pas il y a compliqué. des trucs qui siègent à l'année en fait dans tes 10, c'est ça. Exactement. Un autre truc. Mais ça n'empêche que ça permet encore une fois de bien relativiser la chance. Et on est vraiment des privilégiés, je trouve. Et donc, rien que de manger à sa faim tous les jours, c'est positif.
Une journée germe, si je peux me permettre, ça compte au moins 10. Ah bah. Oui, ça c'est sûr. C'est trop facile ce soir-là. Un autre truc et astuce, Julien Autre pour truc. faire face à soi-même, pour se regarder en face. Et tout le monde a le droit de jouer, hein, évidemment, à cette question. Moi, je parlerai, je fais le lien aussi avec l'écriture. Le fait de se poser face à une feuille blanche, on est face à soi-même. Clairement. Donc j'ai mis en place, justement, Caroline m'a permis, lors d'une journée germe, d'animer un atelier d'écritothérapie. Comment ça marche ? Eh ben, ça marche bien. En fait, on rédige des ordonnances toute la journée. J'ai demandé, est-ce que l'un d'entre vous était présent? Frédéric, est-ce que tu veux donner ton témoignage de l'atelier si tu te rappelles. T'as vu, il est balèze quand même. C'est l'invité, mais il questionne les intervieweurs. Il est très très fort. C'est intéressant parce qu'on a travaillé à la fois seul, il nous donnait des petites consignes pour écrire un mini scénario, sur sur ton vécu. Sur notre vécu, sur des scènes de notre vie où on devait écrire, c'était assez cadré sur le nombre de lignes, etc. Puis on avait également des passages à plusieurs, à deux. C'était un très bon moment, intéressant. Pardon, ça t'a apporté quoi, du coup, cet échange? Je me rappelle que ça t'avait permis quand même de prendre conscience de certaines choses, peut-être. Ouais, d'essayer de prendre le temps de se remémorer, puis d'écrire des passages sur son vécu. Ça peut servir à ça aussi, tes livres, à se connaître davantage, à travailler. D'ailleurs, il y a de nombreux sujets dans alors c'est en fait qui nous font prendre conscience c'est l'un des objectifs de mon livre. En fait, quand j'ai écrit un livre que j'aimerais lire. Donc, quand je lis un livre, j'ai envie que ça me divertisse, mais j'ai aussi envie d'apprendre des choses et de me poser des questions sur moi-même. Et donc, j'ai essayé de faire en sorte que le lecteur, et les retours que j'ai sont plutôt positifs sur le fait qu'on se pose des questions et que c'est plutôt enrichissant de se poser des questions. Page de pub, le syndrome... Non, pas vous, mesdames, tout à l'heure la pub, la vraie pub, le syndrome de la dernière page. Fred, ça parle de quoi? Alors, moi j'ai une question, Julien, à te poser on va rentrer un petit peu dans le livre. Oui. Tu parles dans... thème important dans le livre, c'est le suicide, un thème quand même pas évident. Il y a plein d'autres sujets très intéressants, mais que Frédéric ne spoil pas parce que c'est dès la première page, donc voilà, c'est au niveau du suicide. Quand je parle du suicide, ça va. Pour le reste, je ne vais pas divulgacher. Merci. Oui, parce que je peux vraiment vous dire que vous allez être surpris par les tournants que peuvent prendre jusqu'à la dernière page. Jusqu'à la dernière page, le cours de ce récit. Mais ce thème du suicide, comment il t'est venu et pourquoi tu as choisi d'écrire sur ce thème-là? Alors, donc comme je disais, j'ai eu un autre déclic, donc ça a été l'été 2018 également, quelques semaines en fait après la fameuse chanson que j'ai entendue, j'ai eu une réminiscence malheureusement d'un moment assez triste dans ma vie, c'est que un étudiant de mon lycée à l'époque où j'étais en première s'est suicidé au lycée. En sautant du 3e étage par une fenêtre, malheureusement. Et j'y avais pas pensé pendant des années, et ça m'est revenu un soir, justement, d'août. Et je ne sais pas pourquoi, le lendemain, j'ai écrit le début de mon livre pendant 4 ou 5 heures de suite. Et ce début est resté, alors qu'on dit souvent que pour un premier livre, on retravaille les premières pages. Là, ce début, l'incipit, comme on l'appelle en littérature, je l'ai gardé. Alors, j'ai changé quelques petites formules, mais ça m'est resté. Donc, ça m'a vraiment impacté. Donc, c'est un fait divers qui s'est vraiment produit et que j'ai romancé après. Et on retrouve la même logique d'enquête, d'exploration du sujet avec ton narrateur qui va rencontrer la famille du jeune en question. Tu as fait la même chose. Voilà, mon livre, encore une fois, est un roman de fiction, mais il y a tout plein de passages que j'ai vraiment vécus, et notamment, de se rapprocher de la famille de quelqu'un que je connaissais à peine. Donc il a fallu gagner leur confiance, notamment son grand frère avec qui j'ai vraiment échangé fortement. Et donc j'ai mené toute une enquête. Comment est-ce que tu es accueilli? Parce que c'est quand même une démarche qui peut être extrêmement douloureuse. Alors, moi, j'ai fait preuve d'authenticité et de sincérité. Donc j'ai vraiment essayé de le mettre à l'aise. J'ai d'abord trouvé son mail professionnel à ce monsieur-là. Déjà, j'ai trouvé son nom dans le journal de l'époque, où dans l'avis de décès, malheureusement, il citait le nom du frère. Et donc j'ai vraiment mis carte sur table. Et j'y suis allé petite touche par petite touche pour pas le bloquer. Et encore une fois, petit à petit, j'ai gagné sa confiance. Paul. Alors moi, j'ai une journée qui est plus liée au travail d'écrivain en lui-même. Donc là, on a parlé de l'enquête. Sur le travail au quotidien, comment tu as rythmé ce travail de créativité? Est-ce que c'est issu de conseils
des masterclass? Est-ce Oui. que tu avais déjà un process? Alors, déjà 2 choses. La première chose, c'est, je ne sais plus quel auteur dit ça, mais c'est la clé déjà pour l'écriture, c'est l'importance de, comme on dit, la colle à cul. Qu'est-ce que c'est que la colle à cul? Alors moi je vais prendre des notes aussi. Je connaissais pas. C'est le fait d'aller à son bureau, de s'asseoir et de quoi qu'il arrive, d'y rester. Donc c'est une discipline, donc ça peut être 8 heures par jour. Sauf qu'on peut écrire assis, puis on peut aussi trouver des idées oui, mais d'une autre façon. La réalité de l'écriture du roman est pour avancer dans ton projet, quoi qu'il arrive, il faut que tu sois sur ton ordinateur, pour avancer sur ton tapuscrit. On dit pas manuscrit, on dit un tapuscrit parce que tu le tapes avec les doigts. Ah oui, bah oui. Donc je prends l'exemple d'Amélie Nothomb. Elle, c'est vraiment la reine de la colle à cul, hein. C'est-à-dire à 4 heures par jour, non négociable, 365 jours sur 365, ah oui. De 4h30 du matin à 8h30. Et elle a des escarres depuis. Voilà. Exactement, enfin je ne suis pas allé vérifier. Mais ça n'empêche qu'elle produit du coup 3 à 4 livres par an et elle en publie un tous les ans. Et tu as appris ça? Voilà, et donc je me suis appliqué ça avec une discipline d'écriture. 4 heures par jour également? Alors pas 4 heures par jour, mais bon, régulièrement, le soir, j'ai une femme une famille qui se couche tôt, dans l'ensemble. Donc il y a eu, tous les soirs, je pouvais m'y mettre vraiment de manière sérieuse. On retrouve des codes très professionnels. Alors, j'ai parlé de Guillaume Musso, mais voilà, c'est parce que on est sur de la littérature grand public que tu revendiques d'ailleurs. Hein. Oui, ouais, j'assume complètement ce choix grand public. Néanmoins, je veux y apporter quand même une touche de réflexion et de profondeur. Ouais. Voilà. Alors, sur un registre plus littéraire, on pourrait citer Joël Dicker, qui est aussi une de tes références. Tout à fait. Des fins de chapitres à suspense, une partie de la vie des personnages qui se déroule loin, à Los Angeles, ça rend plus crédible la distance? En fait, ça rend plus crédible l'intrigue. En fait, je sais pas pourquoi. C'est encore une fois. Alors, pour rebondir sur la question de Paul de tout à l'heure, il y a un autre élément qui est très important, c'est que j'ai écrit sans plan. Donc il y a deux possibilités quand on écrit un livre. Soit on a un plan, on a tout le squelette de l'histoire et on le déroule, et on crée les scènes. Soit on écrit, comme Joël Dicker notamment, sans plan. Donc c'est-à-dire que j'ai mon idée de départ avec le suicide du jeune, et quand je m'assois, je ne sais pas ce qui va se passer. Je lis la précédente scène que j'ai écrite, et je laisse faire l'inspiration. Et donc un jour, Los Angeles est arrivé. Et donc ça a emmené tout plein de choses et tout plein d'événements qui sont impactés par la ville. Comment tu travailles? Tu as toujours un petit carnet sur toi tout au long de la journée? Toujours un petit carnet, effectivement. Fred, Julien, c'est intéressant par rapport à ce que tu dis. Moi, je voudrais savoir, j'ai trouvé quand même remarquable le côté très page-turner sur un... le page-turner, c'est quoi le page-turner? Le fait de tourner la page. Un page-turner, c'est un livre, il n'y en a pas beaucoup comme ça. C'est pas le livre où tu lis un petit chapitre, tu le poses, tu le reprends le lendemain, et puis grosso modo, tu le lis en une semaine ou deux. Là, c'est un livre, tu le prends à la première page, et tu n'arrives pas à le refermer. Et tu n'as plus de vie familiale pendant le temps que tu lis le bouquin. Si tu as le malheur de le commencer à 9h le soir, il y a de grandes chances que tu te couches vraiment à 3h du matin. Alors, je me permets de rebondir juste. T'as une tronche ce matin. J'ai quand même réussi. C'est Philippe Moreau qui m'a écrit ça, donc celui qui court dans tous les sens autour de la planète, qui m'a dit qu'il s'était posé 2 après-midi consécutifs pour lire mon livre. Il m'a dit que c'était incroyable, qu'il n'avait jamais fait ça de sa vie. Je suis pas surpris. Il l'a pas lu en courant. Il l'a pas lu en courant. Et tous ceux avec qui j'en ai parlé, qui l'ont lu, on l'a tous lu, que c'est pour ça que on peut vraiment l'appeler, c'est un page-turner réussi. Et je trouve quand même remarquable sur une première écriture d'avoir réussi ça. C'est quoi la recette en fait? Parce que là, tu disais tout à l'heure, tu as fait plutôt sans plan, mais alors comment on arrive à créer cette dynamique Il y a le premier jet, donc où j'ai écrit sans plan. Après, il y a tout le retravail, la réécriture. Et également, j'ai fait appel à des bêta-lecteurs, donc j'en ai pris 4, donc bêta-lecteurs qui ont lu mon premier jet et à qui j'ai donné une méthodo et 4 surligneurs chacun et de 4 couleurs différentes pour pouvoir surligner, tiens, en bleu, ce passage, je comprends pas, il faut des précisions, en vert, ça plaît, etc., etc. Et donc c'est dans la réécriture que j'ai vraiment articulé les débuts, les fins de chapitre pour faire en sorte qu'on ait envie... Ah oui, c'est un boulot de dingue, Oui, j'ai l'impression que ça demande à peu près, j'ai calculé environ 1000 heures de travail, de A à Z pour l'écriture du roman. Donc c'est pour ça que j'ai distillé cette notion plutôt dans un second temps. Il y a beaucoup de similitudes, on le disait, entre le parcours du narrateur et puis le tien. Est-ce qu'il y a des moments tu as peut-être craint de confondre la personnalité du narrateur et la tienne? Il y a quelques passages qui n'apportaient rien à l'intrigue, d'après le retour de mes bêta-lecteurs, que j'ai enlevé, et effectivement c'était trop personnel, j'avais besoin d'exprimer ces choses-là,
Mais en fait, ça ralentissait le rythme, ça n'apportait pas. Donc voilà, du coup, je les ai enlevés parce que l'objectif, c'était d'avoir un livre authentique, mais qui reste un produit culturel. Et donc, il faut qu'il plaise au plus grand nombre. On ne peut pas vous en dire beaucoup plus sur le syndrome de la dernière page, si ce n'est que c'est un page turner, c'est-à-dire que on commence, on n'arrive pas à se barrer, que vous allez être vraiment stupéfait, au point, dernière question de Paul. Oui, une dernière question que je pense tous ceux qui l'ont lu se posent. La Casablanca, c'est vécu ou fantasmé? T'y étais, Paul, donc tu sais très bien. On peut juste dire que la Casablanca, c'est une villa. Oui. Et on n'en dira pas plus. Voilà. Évidemment. Mais je pense que ça vaut le bouquin se termine, en fait... Non, on va pas aller plus loin. Le syndrome de la dernière page, montre-nous s'il te plaît. Alice, montre à la caméra, puisque c'est toi qui as choisi cette place-là. C'est le premier roman de Julien Boisset, auto-édité. Auto-édité pour le moment, voilà. J'ai envoyé mon manuscrit à plusieurs maisons d'édition. Au départ, je ne pensais pas le faire, et vu les retours, étant donné les retours positifs de mes lecteurs de 18 à 75 ans, ou voire plus, avec bientôt la grand-mère de Paul qui a 95 ans et qui va lire mon livre, ça m'a donné... Oui, tout à fait. Elle va le lire ? Ah bah bien sûr. Okay. Ça m'a vraiment donné confiance, et donc j'ai transmis mon manuscrit, et donc j'aurai des retours d'ici 3-4 mois. Tu nous tiens au courant. Et dernier point aussi qui m'a vraiment donné confiance, c'est qu'en parallèle de la masterclass de Bernard Werber, j'ai participé à un concours de nouvelles. On était plusieurs centaines à participer, et j'ai été sélectionné dans les 3 meilleures nouvelles du concours. Bravo. Donc voilà, bravo, j'ai bravo, été... c'est bien. Merci. Ça a été une vraie satisfaction d'être validé par des professionnels. À partir de 18 ans, ce livre. Hein. Oui. Voilà, on tient quand même à le préciser. J'étais en train de me dire, j'ai oublié de dire un truc. Non, 15 David. Julien Boisset, merci beaucoup, merci Julien, d'avoir été avec nous dans Jeux de mots à vous dire. Merci. Dans un instant, Christelle nous parle de la santé des dirigeants, juste après une page de pub. C'est nouveau, c'est dans Jeux de mots à vous dire. Patron, j'ai une mauvaise nouvelle à vous annoncer. Oh non, mais non, t'as pas chopé le coronavirus. C'est pire que ça. J'ai attrapé le germavirus. Vous connaissez? Non mais non, c'est quoi ce truc encore? Merde! C'est un virus qui se propage entre managers, mais pour toute leur vie. Et ça s'arrête comme ça, merci. Pour ceux qui nous rejoignent, c'est un jeu de mots à vous dire spécial Germe, c'est le réseau de progrès des managers. C'est pour ça qu'on parle de germe à toutes les sauces pendant cette émission. J'ai 2 mots à vous dire. Et on pourra plus nous dire, c'est pas tes mots. Et venez vous installer, là, ceux qui sont dans le public, même si vous n'avez rien de prévu de particulier, là, venez, prenez place. Nous sommes à Tours aujourd'hui. Tout de même. Pour la première fois dans Jeux de mots à vous dire. Bonsoir Christelle. Bonsoir David. Christelle nous parle de la santé des managers et des dirigeants en particulier. Les patrons de TPE, PME sont-ils des managers comme les autres ? On va voir ça. Une fois encore, j'ai été interpellée par l'histoire d'un patron de PME avec qui j'ai la chance de travailler au sein du GSEC. Je vous le présente. Je sais que c'est un réseau. C'est un réseau, c'est un germe, mais pour les patrons et pour leurs collaborateurs. Voilà. Dans un registre du bâtiment. Ouais, du génie climatique. Voilà, génie climatique. Donc, je voulais vous présenter Pablo, en fait, parce qu'il est un peu atypique. Enfin, c'est ce que je pensais hier quand je l'ai croisé. Il a un prénom espagnol, un physique néerlandais et un accent belge. Donc, déjà, et tout ça dans le même corps. Dans le même corps. Pablo a 55 ans et il a pendant plus de 30 ans travaillé avec passion dans un grand groupe industriel, avec un parcours brillant à l'international. Il a géré des projets monstrueux de plusieurs milliards. Il a connu une vie d'expatrié très intense, voire même dangereuse, avec des gardes du corps, des voitures escortées. Ah oui, c'est James Bond en fait. Un peu James Bond, en blond. Mais il a appris, par exemple, à toujours regarder sous les voitures dans les parkings pour vérifier que personne ne l'attendait. Pour le poignarder, parce que en fait, où il habitait, c'était un peu... Non. Si, c'était la coutume locale. Et il m'a dit, je me fais surprendre, et quelquefois, au Leclerc de Nantes, je pose mes paquets et je me baisse. N'importe quoi. Voilà. Donc, il y a 3 ans, il a choisi de racheter une entreprise de génie climatique dans le sud-ouest de la France, avec 40 collaborateurs. Une envie de liberté, de sens et de sérénité. Et il me confiait hier, je suis très très heureux, vraiment c'est passionnant, mais j'ai jamais été autant stressée.
Ah ouais. Je n'ai jamais aussi mal dormi. Donc de il n'est toute pas ma vie. si atypique que ça finalement. Eh bien non. En fait, quand on regarde une étude qui a été réalisée en 2019 auprès de 1500 dirigeants d'entreprises françaises de plus de 50 collaborateurs, eh bien, cette étude révèle que 93% de ces entrepreneurs se sentent à la fois utiles et donc heureux dans leur travail, mais qu'ils sont également durement impactés par le stress et la surcharge de travail. Alors 7 dirigeants sur 10, nous dit cette étude, se sentent stressés de façon quotidienne. Ça vient d'où ce stress ? Alors, d'après l'étude, les 3 principaux facteurs sont une charge de travail importante, une surcharge même, avec 57% des résultats, la peur de manquer de trésorerie, pour 53%, et enfin un manque de vision concernant leur activité à 48%. Et puis ils sont débordés. Ils sont débordés, ils estiment travailler entre 50 et 70 heures en moyenne par semaine, et 4 entrepreneurs sur 10 confient qu'ils ont vraiment des difficultés à concilier vie professionnelle et vie personnelle. Et puis évidemment, ce stress nuit à la santé du dirigeant, ça va de soi. Prendre soin des dirigeants de PME, TPE, c'est donc une priorité selon toi ? Pour moi, c'est une priorité parce que quand on regarde le tissu économique français, les patrons de PME, TPE, et si on y rajoute les indépendants, on est à peu près à 99% des entreprises. Donc c'est vraiment eux qui font la richesse du système économique, que ce soit en termes de R&D, d'emploi, de redistribution des richesses. Et puis ils emploient eux seuls à peu près 7 millions de salariés. Et il est temps de prendre conscience qu'il faut prendre soin d'eux parce que eux, c'est vraiment important. Leur santé joue étroitement avec celle de leur entreprise. Et plus l'entreprise est petite, plus le lien et plus la santé du dirigeant impacte la santé de l'entreprise. Et Pablo te disait ? Moi, Pablo me disait, tu vois, c'est vraiment important. Il a vraiment conscience de son rôle social. Parce que s'il ne prend pas les bonnes décisions, eh ben, c'est 70 familles, puisque son entreprise elle a grossi, qui risquent d'en pâtir. Donc ce n'est pas juste sa personnalité, c'est l'ensemble de ses collaborateurs. Bien évidemment. Une question pour tous ceux qui participent à cette émission aujourd'hui, pour terminer. Eh bien, les germistes, vous êtes très attachés aux soins des collaborateurs et je partage ça vivement avec vous. Mais est-ce que vous êtes conscient aussi de l'importance de prendre soin de votre patron ? Elle est pas mal celle-là. Vous prenez soin de vos collaborateurs. Est-ce que vous prenez conscience aussi de l'importance de vous inquiéter, voire même de prendre soin de votre patron ? Qui veut réagir ? On a un micro dans le Moi, public. je veux bien réagir. Alors moi, c'est... Ah oui, il est là, Michael. Ouais, je suis là, Michael. Oui, c'est important de prendre soin de son patron, c'est clair. C'est clair, si tant est qu'il soit honnête et droit. Voilà. Parce qu'il a une charge qui lui pèse sur les épaules qui est très forte. Et il n'est... Enfin, moi, je n'ai jamais connu en tant que, pas patron, hein, mais dirigeant, de plaisir, de vrai plaisir que d'avoir un collaborateur qui me dise « Waouh, c'est cool, c'est bien ce que tu as fait. » Tu renvoies l'ascenseur. Ouais, c'est ça. Mais ça peut être... attention, il faut se protéger. Il faut se protéger. De quoi ? Des pervers narcissiques. Oui, ça peut plein. Aussi arriver. Une autre réaction peut-être dans le public. Est-ce que cette question vous interpelle ? Claire, bonsoir Claire. Bonsoir. Moi j'ai l'impression que c'est essentiel de prendre soin de son patron. Ouais. Et je le fais de manière presque automatique. Ouais. Parce qu'en fait on fonctionne tous ensemble. Si le patron ne fonctionne pas... Comment tu fais ? C'est quoi ton truc à toi ? Je le protège contre lui-même, contre parfois ses démons ou c'est la façon de travailler un peu faux-folle d'un patron. On a besoin aussi parfois de lui dire on va peut-être se poser et regarder les choses posément, dire oui t'as raison, voilà. Et rien que ça en fait, je pense que tout ça c'est un lien quand on a un bon fonctionnement avec son patron ou dans son entreprise ou avec son équipe, ça se fait naturellement. Donc instaurer un climat de franchise, d'honnêteté. Oui, c'est ce que tu disais en fait, honnêteté, franchise et bienveillance. Et là en fait, ça fonctionne instinctivement en fait.
se dire les choses. Merci pour vos réactions. Ben voilà, c'est ça. Cette émission est à l'image de ce qu'est Germe, c'est-à-dire de la rigolade et puis aussi beaucoup de profondeur avec des sujets, j'espère, qui vont vous inspirer. Dans un instant, bien, nous poursuivons avec Brigitte, qui est déjà dans les starting blocks. Brigitte Bois, adhérente Germe, qui nous débriefe une expérience stupéfiante, la Bâti-Run. Rose Noël, Clément nous expliquera qu'il y a une vie après Germe. Moi, j'y crois pas. Moi, il y a une vie après Germe, c'est possible. Si, il y a Germe Plus, ça sert aussi à ça. Caroline nous parlera d'un roman passionnant, un autre roman passionnant qui parle de systémique. Ça s'appelle La logique de l'acouphène. Et puis le débat du jour, faut-il renoncer au pouvoir du manager? Vous êtes dans J'ai 2 mots à vous dire. On se retrouve dans un instant. À tout de suite. J'ai 2 mots à vous dire. Ça vous plaît comme émission? Alors, restez avec nous. J'ai 2 mots à vous dire. Et tout le monde peut ramener sa fraise. J'ai 2 mots à vous dire. 5 mars 2020, deuxième partie. Nous sommes toujours à Tours. Et il y a toujours autant d'ambiance. Soyez les bienvenus. C'est une émission spéciale Germe. Germe, c'est le réseau de progrès des managers. Nous avons des adhérents, actuels, futurs, dans cette soirée un peu spéciale qu'on appelle une soirée Germe Plus, c'est-à-dire Germe après avoir s'être formé, par exemple, après avoir adhéré. Dans cette deuxième partie, il y a un autre livre, puisque nous avons évoqué dans la première partie le livre de Julien Boisset, Le syndrome de la dernière page. Eh bien, Caroline M a sélectionné pour nous La logique de l'acouphène. On parlera de systémique, un terme utilisé souvent à toutes les sauces et dont les mécanismes relationnels nécessitent d'être expliqués. Et quand c'est expliqué de façon rigolote, c'est quand même beaucoup mieux. Un débat presque totalement sérieux. Faut-il renoncer au pouvoir du manager? Et puis Rose Noël Clément, ex-présidente de groupe Germe, devenue dirigeante d'un commerce de produits issus de circuits courts, sera également notre invitée. Voici notre deuxième invité. J'ai 2 mots à vous dire. L'invité de l'émission. Est-ce que vous avez déjà croisé des maçons en short? Non mais pas au mois de juillet sous la canicule, hein, en short de running avec des baskets aux pieds. Eh bien, avec plusieurs germistes, plusieurs adhérents du réseau Germe, elle a participé à une expérience étonnante et, si j'ose dire, déroutante et éminemment utile. Ça s'appelle la Bâti-Run. Alors la Bâti-Run, c'est l'anti-William Scheller par excellence. Je cours et je me sens toujours tout seul. Parce que eux, ils courent et ils construisent à plusieurs. Pour bâtir une maison, il te faut des 2x4, des bardeaux, des cabochons, du ciment et un niveau. Il faut au moins ça, hein. Il faut au moins ça. Des cailloux, des équerres, des tuyaux, des marteaux et un chapeau. On va faire la liste et on va voir s'il faut tout ça. Il y a des mauvaises langues. Alors attendez, il y a des mauvaises langues qui ont dit un jour, il paraît, hein, moi je l'ai jamais entendu moi-même, que le bâtiment pouvait parfois avoir du retard. C'est pas possible. Ça n'arrivera. Non, hein? Non, ça n'arrive pas, ça n'existe pas. Alors là, avec la Bâti-Run, vous avez des semaines d'avance et comme on dit chez Germe, vous êtes en avance d'une expérience. Les travaux sont finis, du moins le gros œuf, ça sent le plâtre et l'enduit et la poussière toute neuve. Le plâtre et l'enduit et la poussière toute neuve. Suivi de chantier avec l'une des coureuses bâtisseuses de l'expérience Bâti-Run. Voici la maçonne Brigitte Bois. J'ai 2 mots à vous dire. L'invité de l'émission. On va lui poser plein de questions. On va lui poser plein de questions. Bonsoir Brigitte. Bonsoir. Bienvenue. Alors maçonne? Maçonne, coureuse. Coureuse, maçonne. Bon, il faudra choisir un jour, hein. Je ne sais pas s'il faut choisir, en fait. Le plus tard. Le plus tard possible. Marie-Pierre nous a rejoint. Bonsoir Marie-Pierre. Bonsoir. Animatrice d'un groupe Germe ici sur Tours. Et tu vas m'accompagner pour interviewer Brigitte. Au passage, tu as participé à la Bâti-Run. J'ai participé aussi à la Bâti-Run. Donc c'est bien parce que tu cumules les mandats toi aussi. Donc c'est une affaire encore de Philippe Moreau. En fait, on s'est engagé à placer Philippe Moreau plusieurs fois dans cette émission. On en a déjà parlé dans la première, si vous nous rejoignez directement dans la deuxième. C'est un intervenant Germe et c'est un runner de l'extrême qui évoque un jour la Bâti-Run à l'occasion de sa venue dans le groupe dans lequel tu es, le groupe Germe. Raconte-nous la suite, Brigitte. Oui,
Alors Philippe nous a approche-toi bien du micro. Nous a poussé à sortir de notre zone de confort. Alors ça c'est assez classique, mais il est un peu payé pour ça. Il est un peu payé pour ça. C'est pour ça que voilà, en soi c'est pas un événement, mais en formulant les choses d'une façon de dire allez là où un peu ça pique. Et là où aller où ça pique, voilà, ça méritait d'y réfléchir, et en citant du coup l'expérience de la Bâti-Run qui permet d'aller sur une expérience inhabituelle qu'on ne connaît pas forcément. D'où à partir de là, une petite graine qui a pris place et qu'on a pu partager à plusieurs dans le groupe et qui nous a donné envie d'y aller, de s'y lancer. En cours et on construit pendant une semaine, Marie-Pierre. Ouais, c'est ça. Alors moi, je voudrais quand même comprendre un peu plus Brigitte, parce que, ok, il y a Philippe Moreau, on en a parlé, il a impulsé, mais quand même, toi, Brigitte, qui est une femme super occupée professionnellement, tu as quand même un gros poste, une responsabilité forte dans un gros organisme. Entre parenthèses aussi, tu prends 220 km par jour pour aller bosser. Aller-retour. Ah oui, quand même. Quand même le noter. Ouais, c'est par le train. Par le train, mais quand même, faut les les faire. Oui, tu faire. ne fais pas en courant ça. Donc, qu'est-ce qui, au-delà de Philippe Moreau, un jour t'as donné envie de partir avec une valise. Dans ta valise, t'as mis un casque, des gants, une truelle. Aller prendre une semaine de vacances, des congés, pour aller monter des parpaings sous une chaleur torride au Sénégal, 35 degrés au moins. Aller charrier des brouettes de sable, dormir dans une hutte en terre battue, avec vraiment le juste minimum mais avec un de matelas confort. épéda quand même. Ouais, matelas, la moustiquaire, parce qu'au cas où quand même les moustiques et le palu. Bon, et puis le soir, en fin de journée, bien crevé de ta maçonnerie, tu te mets à courir 6-8 km, toujours sous la chaleur, au moins facilement 30 degrés encore à 5 heures du soir, dans le sable. Alors Brigitte, là, explique-nous. Dans le sable en plus. Mais oui, dans le sable. Le truc des mains. Qu'est-ce qui a fait vraiment le « waouh, j'y vais » ? Le goût du défi. Et le défi, aller vraiment savoir si j'étais capable d'aller là où ça pique. Tu t'avais raconté tout ça avant ? Vraiment ? Non. Ah bah voilà, mais je comprends mieux. On t'a pas raconté tout ça. Elle ne le savait pas non plus. Ouais. Si c'était à refaire, Alors oui, si c'était à refaire, je referais, parce que c'est plein de beaux enseignements, plein de belles rencontres, une belle richesse personnelle. Tu es partie en famille aussi d'ailleurs. Et je suis partie en famille, voilà, de l'envie d'y aller toute seule, d'y aller à plusieurs dans le groupe Germe. Ça s'est transformé par une affaire familiale, puisque j'y suis allée avec mon conjoint et une de mes filles, effectivement. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Donc vous atterrissez à l'aéroport de Dakar. Oui. C'est ça, et puis ensuite vous convoyez vers la ville, voilà. Et il se passe quoi après ? Le ciné Saloum, et puis après on est relativement bien installé, parce que certes une hutte, mais enfin bon quand même c'est un confort acceptable. Et puis un premier moment fort, c'est quand on arrive sur ce qui va être le chantier. Et le chantier là, finalement c'est qu'on est là pour une période très courte, déterminée, et on a des fondations. Et on a les piliers de ce qui va constituer la classe qui sont là. Et puis c'est tout. On se dit, oula, là, comment est-ce qu'en une semaine, même si on est 50, on est tous plein de bonne volonté. Heureusement, il y a quand même quelques professionnels, des maçons, des charpentiers en short. Est-ce que tu as croisé ceux-là, par exemple ? Ça saute pas aux yeux au premier moment. Ceux-là, tu les as croisés ou pas, les mecs avec des bulldozers, des plumes d'Indien ? Non, pas vraiment, pas tout ça. Non, pas de matériel non plus. Donc c'est vrai qu'un premier temps de découverte qui fait passer du doute à se dire on est là, celui qui nous a proposé cette aventure, il doit savoir quand même que c'est possible, et donc là, ayons confiance. Tu demandes à ton mari s'il a gardé l'option pour le Club Med de Guadeloupe. Non, pas au mari, parce qu'alors lui, il y croyait modérément dès le départ en se disant oui, ça va être possible, mais c'est quand même quoi ce truc dans lequel tu m'emmènes ? Et alors, qu'est-ce qui se passe ensuite ? Eh bien, il se passe un truc assez extraordinaire qui est une émulation collective où finalement on sait qu'on est tous là pour la même chose, on sait qu'on a envie de réussir et d'aller au bout de ce projet. On ne se pose même plus la question, ça s'enchaîne, ça se met en place, les journées sont organisées, un point le matin, on sait ce qui va être le programme de la journée, ou en tout cas là où on doit en être arrivé le soir, et ça s'enchaîne, et ça s'enchaîne. Et qui fait le programme ? Il y a un chef de chantier quand même ?
Oui, il y a un chef de chantier, mais qui donne la trajectoire pour la journée. Et puis après, les uns les autres, de façon assez, j'allais dire, naturelle. On en rêve des fois dans nos équipes au quotidien, mais là, ça se passe comme ça, en tout cas, de façon naturelle. Chacun se met sur telle ou telle activité, change un rythme quand il en a envie. Enfin bon, quelque chose d'assez extraordinaire. Ça te surprend, Mickaël ? Oui, quelque peu. Quelque peu parce que il faut quand même avoir des notions. Par exemple, est-ce que tu avais un fil à plomb avec toi ? Parce qu'une truelle, c'est bien, hein, mais si tu montes tes parpaings à l'envers... Mickaël, il a raison, faut pas déconner. Hein, que tu ouvres les fenêtres après... il est pas droit à la fin. Non, mais ok. Tu vas voir tes menuiseries, comment elles vont être montées chez toi si tu fais ça. Comment ça s'est passé ? Écoute, ça m'intéresse. Ça s'est bien passé, Aux bien dernières mieux nouvelles, qu'on elle est pouvait toujours debout. supposer quand on a ce regard-là. Parce que je vais te dire qu'effectivement, entre les règles de sécurité auxquelles on est habitué, le matériel auquel on est habitué, et tout ça n'étant pas du tout présent, finalement, ça se passe bien. Il y a quand même ceux qui savent mieux faire que d'autres. Il ne faut pas quand même penser qu'on était tous des experts. Il y en a qui avaient une certaine expertise du métier, des locaux qui intervenaient aussi en complément, mais on était quand même à plus de 80% des grands néophytes du bâtiment. C'est énormément de travail. Et pour autant, ça se passe bien. Et ça se passe bien. C'est très chouette. C'est beaucoup de travail, d'investissement, et en même temps, on n'a pas l'impression du tout que c'est du travail. On retrouve la même logique, bien sûr, dans toutes les actions de bénévolat, quelles que soient les circonstances. Je pense notamment aux organisateurs de festivals. Qu'est-ce qui fait qu'est-ce qui fait la magie, justement, de ce travail d'une autre façon ? Je pense qu'on sait tous pourquoi on est là. C'est-à-dire qu'il y a le sens fort. Mais en entreprise aussi ? Oui, on le perd souvent de vue, on ne le partage pas forcément, alors que là, on a vraiment la puissance du sens de ce qu'on veut faire, de ce qu'on va faire, et puis on sait aussi pourquoi et pour qui on le fait. C'est-à-dire que là, de façon physiquement, on a aussi les enfants qui sont à proximité, alors justement, les femmes du village qui sont à proximité, et ça, c'est très puissant. Quelle relation vous avez avec eux ? Ça, c'est les moments les plus géniaux, je pense quand même, s'il fallait les hiérarchiser dans le séjour, c'est d'avoir des enfants qui ont un contact d'abord de curiosité, d'envie, de fête, et quand on court, nous finalement, on se souvient, on chausse les baskets à 17h, il fait très chaud, on s'est déjà quand même un peu mobilisé pas mal pour le travail manuel. Et là, il y a les enfants qui n'attendent que ça, parce que la construction, oui, nous, on transpose en se disant c'est pour eux qu'on fait cette classe, mais eux, ils attendent surtout, c'est les bons moments qu'ils vont passer avec nous, chaque fin de journée, la course, ils vont participer, et du coup, ils courent avec nous. Et alors, c'est là qu'on vit des moments assez surprenants. Mais c'est pas à cause des lions, ça ? Sénégal. Je ne sais pas. Il n'y a pas de lions au Sénégal. Ah bon ? Merde. Je sais pas, il n'y a pas de lions au Sénégal. Ah bon. Et c'est vrai que c'est un moment assez extraordinaire. Marie-Pierre, tu peux témoigner puisque tu es intervieweuse ce soir, mais tu l'as vécu aussi là-bas, Tyrone. Oui, effectivement, on n'a pas vu de lion, c'est sûr. Tant mieux. On a vécu des moments magiques, et j'aurais envie aussi que Brigitte nous raconte, je ne sais pas si on avait une baguette magique, là, quel est le moment que tu auras envie de nous faire revivre, le moment où émotionnellement il y a eu des choses très très fortes. Alors je crois que le moment le plus intense, c'est celui de quand on... Il y a des enfants ici, quand même, tu fais attention. Moment intense. Alors, c'est cette interview ne sera pas censurée et non accessible au moins de 18 ans. Il y a un mineur qui est pas loin là. C'est celui où on entre dans la classe qui est finie, qui est décorée, ou presque décorée, équipée. Et là, on se dit quand même, il y a 10 jours, il n'y avait rien. Ouais. Aujourd'hui, il y a cette classe, elle est terminée, mais vraiment équipée. Non, mais c'est assez fabuleux, parce que quand je disais le sens tout à l'heure, c'est le sens tel qu'on peut l'imaginer, l'intégrer, se le poser, rationaliser. Or là, on est vraiment sur le... Ouais, on a fait ça, quoi. Et on a fait ça, et les enfants arrivent et s'installent. Donc ça, c'est assez extraordinaire. Moment assez magique. Intensif. Qui veut réagir dans le public, Claire, ou des participants dans le public et questionner Moi, je voulais Brigitte. te demander, Brigitte, si tu y retournerais, tu serais prête à repartir ?
je suis prête à repartir pour une expérience de même nature. Pas forcément strictement la même, parce qu'après, il y aurait peut-être un côté, l'histoire ne se répète jamais vraiment deux fois, enfin, voilà, il manquerait peut-être sûrement ce côté découverte, mais de renouer avec une aventure comme celle-ci, oui. Fred ? Ouais, moi j'avais une question, mais par rapport à construire une classe en une semaine, où tout le monde, beaucoup de néophytes, et puis on a un résultat qui est magnifique, le tout sans manager. Eh oui. Quasiment. Eh oui. Faut-il renoncer au pouvoir de manager d'ailleurs, hein ? Tu restes Eh avec oui. nous, ce sera le débat tout à l'heure. Oui, en termes de management, c'est un bel enseignement. Moi, j'y allais plutôt pour le côté aventure personnelle, faire recherche, défi. Par contre, finalement, c'est pas tant le fait de sortir ou d'aller là où ça pique, finalement, ce qui était la clé d'entrée. Par contre, le point de chute, c'est vraiment des réflexions en termes de management. D'abord sur la puissance du sens, je le redis parce que ça a été quand même particulièrement fort. Et puis sur, je pense avoir pas mal réfléchi sur le management participatif, etc. Et là, finalement, c'est du participatif version 2, quoi. Enfin bon, 2.0 au moins. Enfin, on est vraiment sur, finalement, la prise d'initiative, la coordination, le respect de l'autre, voilà, l'observation aussi de ce que certains savent mieux faire que d'autres, et ça se fait tout à fait naturellement. En matière de management du fonctionnement collectif, c'est assez riche d'enseignements. Et quand il y a des erreurs, parce que Mickaël parlait de fil à plomb tout à l'heure, éventuellement on peut poser toute une rangée de parpaings qui n'est pas très droite, et puis évidemment dans la maçonnerie, ça part très vite dans une mauvaise direction. Si on se trompe, il y a forcément des erreurs à un moment ou à un autre. Comment vous les abordez ? Il n'y a pas eu d'erreur magistrale, en tout cas. On a toujours ceux qui ont l'œil un peu plus expert qui veillaient finalement sans être en posture managériale, mais qui quand même cherchent à faire en sorte... Donc affirmer leur ego quand même, allez dis-le, il y a des exagérations d'ego quand même dans cette histoire. Pas du tout. Même pas ? Pas du tout. C'est plutôt justement le côté autonomie, fonctionnement... assez intuitif, spontané, qui fait que ça a fait la richesse, je pense, aussi de l'expérience. Parce que faire la même chose avec quelqu'un qui aurait été très directif ou vraiment avec un suivi, une présence, un contrôle permanent, quelque part, l'expérience n'aurait pas du tout le même intérêt. Moi, j'avais une question à te poser. Excuse-moi, Brigitte. Est-ce que dans cette école, du coup, moi j'ai entendu parler que les enfants, ils faisaient parfois 10 km pour aller chercher de l'eau jusqu'à un puits. Est-ce que c'est toujours le cas ou est-ce qu'il y a justement de l'eau l'eau courante dans l'école ? Alors, dans cette école, il y avait de l'eau, parce que quand j'ai dit tout à l'heure qu'on a fait travailler pour faire construire une classe, on a aussi, c'était un peu la cerise sur le gâteau, rénover ce qui servait de toilette jusqu'à présent, des coins qui n'étaient pas forcément, qui répondent pas forcément à nos critères d'hygiène tels qu'on les connaît. Et du coup, tout notre travail a consisté aussi à rénover, remettre complètement en état des sanitaires. Sur un site d'une école, là-bas, tu as raison, c'est vrai que l'eau n'étant pas forcément ce qui est le plus immédiatement accessible, c'était une vraie D'accord. valeur ajoutée. Parce que sinon, il aurait fallu construire l'école à côté du puits, plutôt que l'inverse, tu vois. C'était ça la logique. C'est bon. On parle beaucoup de Philippe Moreau ce soir puisque c'est l'initiateur bien sûr, c'est le porteur du déclic du livre de Julien Boisset, on en a parlé tout à l'heure, c'est le porteur du déclic aussi vous concernant pour participer à la Bâti-Run. Il est avec nous ce soir. Eh oui, on l'écoute. Moi je les ai vus sur la semaine, je les ai vus emballés, enthousiastes, et je les ai vus se transformer. Et je voudrais savoir si eux, ils ont pris conscience qu'ils s'étaient transformés. Elle est pas mal celle-là. Est-ce que vous avez pris conscience que vous vous êtes transformé ? Ouais, c'est soirée Philippe Moreau. Je dois lui dire qu'il faut qu'il utilise des termes plus forts. Plus fort que transformé. Que transformé. Ouais. Plus c'est fort. Quoi c'est quoi ? Transfiguré peut-être. Métamorphose, ouais. Métamorphosé. En quoi ? Sur quoi ? Et Marie-Pierre a droit de voilà, répondre. J'allais dire Marie-Pierre. Voilà. C'est bien vu ça. Sinon on envoie une pub, hein, c'est possible aussi. Hein. Ouais, une véritable transformation humaine et qui permet aussi de revoir ce que c'est que le management. Enfin, quand on voit effectivement qu'il y a un objectif
à la fin de la semaine, il faut que la classe, elle soit faite. Et parce qu'il y a des enfants qui sont là, et ce soutien, c'est quelque chose de très très fort. Donc ça nous permet de réfléchir à nouveau à mais quel rapport j'ai envie d'avoir dans mon travail quand je vais rentrer, quel sens je mets dans mon travail, et puis pour quel objectif. Enfin, au moment de l'inauguration, il y a avec le préfet, le maire, etc. Et le préfet nous sort, vous avez ouvert une classe, c'est pratiquement une prison qui est fermée. Quand on entend ça, c'est fort, quoi. Ouais. Ben voilà, le silence qui va bien derrière, parce que c'est l'effet waouh, effectivement. Caroline ? Ouais, je veux bien témoigner parce que moi j'ai eu la chance d'interviewer pour le coup Marie-Pierre au retour de la Bâtie-Rhône. En fait, j'étais très curieuse. Animatrice germe aussi, Caroline. Merci, ouais. J'étais très curieuse de savoir comment elle avait vécu ça. Et en fait, c'est exactement ça. C'est que Marie-Pierre son propos était chargé d'émotions. Et elle m'a transmis ses émotions au moment du témoignage. Et on a accueilli des grands moments de silence. Je ne sais pas si tu te souviens. Il y avait des moments où les mots ne sortaient pas tellement c'était fort. Voilà. C'est ça que je voulais rajouter. Et le silence à la radio, bah voilà. Eh ben ça compte aussi, ça compte place aussi, bien évidemment. Il y a tellement de gens qui savent pas quoi faire de leur vie, qui cherchent le sens. Alors peut-être parce que ils rencontrent pas le bon environnement, ils n'ont pas la bonne hiérarchie, et on sait combien un manager peut contribuer à fragiliser, bien sûr, le moral de quelqu'un. C'est des expériences à forte sensation, à pas mal de kilomètres de chez nous, mais il y en a aussi tout près de chez nous des expériences possibles comme celle-ci. Et ça peut permettre de redonner davantage de sens à sa vie, Brigitte. Oui, c'est vrai que ça pourrait aussi prendre une autre forme que celle-ci, mais alors celle-ci avait cette particularité du dépaysement quand même, ça a aussi son importance, de la distance, du dépaysement, d'y partir aussi avec du coup des personnes du groupe GERM qui fait quelque part on était dans une démarche déjà un peu posée comme un projet commun, donc ça compte. Enfin, ça a apporté distance, en tout cas le dépaysement. Le dépaysement, le faire près de chez soi, pourquoi pas aussi. Enfin bon, l'important me semble-t-il, c'est vraiment d'aller sur quelque chose dans lequel on pressent qu'on pourra vraiment aller jusqu'au bout. Enfin, je pense que dans cette expérience, la notion aussi d'avoir une réalisation, quelque chose de concret, physiquement concret, avait son importance. Voilà. Vous êtes posé la question parfois de vous dire est-ce que j'aurai le rythme, la résistance physique nécessaire pour aller au bout, et puis je vais peut-être pas faire le footing ce soir finalement. Alors moi je me suis pas du tout posé de question, on y allait, on suivait le mouvement, il y avait une telle énergie, une telle ambiance qu'on y allait. Ouais. Alors, par contre on a remis peut-être nos ambitions un peu à la baisse. Quand on nous a annoncé qu'on allait courir 6 km, on s'est dit, 6 km, facile, quoi. Ouais, on en court 10 facilement en France. 30 degrés quand même. Et 30 degrés, et dans le sable, sur le sable, là non, là, on baisse. Au bout de 3 km, on est mort. Juste une dernière question, très rapidement. Je ne sais pas si vous avez vu le film L'Auberge espagnole. Voilà, c'est quelqu'un qui part en Erasmus et qui découvre une expérience extraordinaire. C'est une musique de l'Auberge espagnole. Et lorsqu'il revient à Bercy, puisqu'en fait c'est un financier, il se dit merde, qu'est-ce que je fous là, quoi. J'étais mieux là-bas. Est-ce que tu n'as pas eu cette sensation? Pardon pour la question, elle est peut-être un peu personnelle, mais est-ce que tu t'es pas dit c'était tellement chouette que me remettre les fesses dans mon fauteuil, c'est dur? Oui, mais peu de temps. C'est-à-dire que quelque part, j'ai eu envie de partager rapidement, moi, au contraire, avec mes collègues, de leur raconter. Et ce que ça m'avait aussi, sur quoi ça m'avait questionné. Quand je leur ai dit finalement, pas de manager, et je dis ça à des managers de proximité, ils m'ont dit, ouais, d'accord, on fait quoi demain? C'est vraiment bien. Ça a permis de partager l'expérience aussi. Donc, ouais, et d'inventer encore autre chose dans ton management. Et puis de progresser ensemble avec mes collaborateurs, ouais. Ça fait partie il y a des entreprises de plus en plus qui veulent jouer un rôle sociétal, on les appelle souvent les entreprises à mission. Est-ce que ça fait partie des choses que vous faites peut-être déjà dans ton organisme public dans lequel tu es responsable, que
d'aller donner un coup de main à une association pour contribuer justement à donner du sens aussi à la place de chacun, y compris dans l'entreprise. Alors, on ne le fait pas dans mon organisme de façon directe. On le fait quelque part indirectement, puisqu'on est porteur et on accompagne bon nombre de projets dans le domaine social. Dans le domaine social. Voilà. Donc donc forcément, c'est tous les jours que ça se passe chez vous. Merci beaucoup Brigitte d'avoir été avec nous pour nous débriefer la Bâti-Run avec Marie-Pierre. Merci à vous. Dans un instant, Caroline nous parle d'un autre choix de roman juste après une pêche de pub germe. Comme dirait l'autre, pour être en avance d'une expérience en management, germiste un jour, germiste toujours. Eh ben c'est efficace. J'ai 2 mots à vous dire. Et tout le monde peut ramener sa fraise. Et tout le monde peut ramener sa fraise évidemment dans cette émission. Nous sommes toujours le 5 mars 2020 et j'ai 2 mots à vous dire. Et t'as tout aujourd'hui, ce soir. Et Caroline, pendant que d'autres s'installent au studio, parce que voilà, c'est l'auberge espagnole, hein, la radio, on entre, on sort, allez-y, installez-vous. Caroline, rebonsoir, tu nous parles d'un livre qui nous parle de systémique et d'acouphènes, j'ai rien compris. Ouais, c'est normal, c'est un petit problème là. C'est peut-être pour ça. C'est peut-être pour ça. Ouais, en fait, c'est un livre qui m'a fait rire. La systémique, c'est un sujet sérieux. C'est un sujet qui peut être abordé pendant nos journées germes. Et en même temps, voilà, ce bouquin-là, il m'a fait profondément rire. Et comme il m'a donné beaucoup d'enthousiasme, j'ai eu l'envie de le partager, en fait. Tout simplement. Il se trouve que je connais un de ses auteurs aussi, puisque c'est un livre qui a été écrit à 2 mains. Enfin, aujourd'hui, mais pour demain. Enfin, oui. Ah, parce qu'on peut faire des blagues à 2 balles aussi dans cette émission. Hein, et puis alors, bon, je vais me retenir. Moi, je suis pour. Et alors ? Alors, ouais, donc je disais que l'approche systémique, ça peut vraiment être un projet super, une approche, je vais recommencer. Une approche qui est un sujet passionnant. Qui est génial. En fait, on fait tous de la systémique tous les jours sans le savoir. Exactement. Et donc là, j'ai dit, on va faire une petite métaphore et on va partir sur un lac gelé. Et imaginez un groupe d'étudiants avides de savoir et de plaisir qui se propulsent collectivement chaussés de patins à la surface glissante d'un lac gelé. Voilà, vous gardez cette image en tête et après on va dérouler. Et alors l'approche systémique, donc ça fait référence au savoir-être et pas qu'au savoir tout court, c'est quoi exactement ? En fait, c'est quand même une étude qui consiste à comprendre les interactions entre un système vision globale et puis tous les sous-systèmes et les interactions qu'il y a entre tous ces sous-systèmes. Alors, il ne s'agit pas de comprendre en analysant chaque partie du système, c'est important d'avoir cette vision globale. Pas besoin d'analyser les patineurs, les patins, le lac, la température extérieure, la solidité de la glace, mais bien d'avoir cette vision globale. Et c'est là que nos étudiants ils prennent conscience en fait de l'importance de la vision globale et que leur frénésie de glissade pourrait, s'ils l'ignorent, se transformer en baignade en eau glacée et séjour à suivre à l'hôpital, au mieux pour hypothermie. Alors concrètement, un système, c'est quoi ? Parce que la systémique, ça peut donner mal au crâne en un temps record. Oui, mais un système, c'est nous, là. On est en train de faire un système. C'est les équipes, c'est les entreprises, c'est les collectivités de travail. Tout ça sont des systèmes qui sont ouverts. Et en fait, quand ça ne fonctionne pas bien, quand on a des petits problèmes relationnels, quand les biquets ne veulent pas téter, c'est là qu'on fait appel au systémicien. Alors, 3 principes systémiques fondamentaux à retenir. Ah ouais, t'as retenu ça, toi. Il y a 3 principes systémiques. Mais c'est toi qui vas les donner. Ouais, je vais les donner. 2 têtes. Il y a non. Le principe de totalité et qui dit, en fait, le tout est supérieur à la somme des parties. Surprise partie. Le principe d'homéostasie, on a dit qu'on pouvait en faire, on en fait. Oui, bien sûr. Le principe d'homéostasie, tout système tend à réduire les variations qu'il subit et à les maintenir dans des limites acceptables. En clair, si la glace patinable reste au milieu du lac et qu'il faille faire un tour en barque pour y aller ou bien prendre un hélicoptère, non, ça va pas. Bon, voilà. Et le principe d'équifinalité, travailler dans l'ici et maintenant, parce que demain, la glace, elle sera fondue parce qu'on aura réchauffé nos relations. Alors, pour faire simple, on dit que tout comportement a valeur de message et le comportement devient pour l'autre une information qui influence sa réaction. Un triple saut sur une surface trop peu épaisse engendre une réaction de la glace, elle se pète et plouf. Voilà.
Et puis alors un autre des fondamentaux de la relation à l'autre, on ne peut pas ne pas communiquer. Non, on peut pas, c'est pas possible. Et en plus, c'est le récepteur qui fait le message. En fait, si on dit à la glace qu'on veut s'amuser en patinant à sa surface et qu'elle se marre en se fendillant, on a tout intérêt à changer son programme. Ouais, c'est ça. Tu peux refaire la même avec la réforme des retraites, s'il te plaît. Ouais. Pour illustrer ce que tu viens de dire. Est-ce que c'est possible? Oui, il faudrait changer le programme. Oui. Les problèmes sont les qualités émergentes des interactions. Ah ouais, surtout si on n'en tient pas compte des problèmes, parce qu'une pirouette, pareil, un triple saut, un flip, et hop, la glace se pète et replouf. Un flip. Ouais. Parce que j'ai arrêté Candeloro deuxième langue. Donc, bah oui, mais moi il a fallu que je révise, hein, j'avoue. Bah oui, forcément. Chaque comportement est logique aussi. Ouais. Bah je sais pas vous, mais moi il y a un moment je commence à être perdu. Hein. Chaque comportement est logique au regard du contexte où il a lieu. C'est ça. Ouais. Mais on va prendre le sujet d'après. Donc. D'accord. Et dans le cas où les où les messages logiques ne fonctionnent pas, on préfère faire des choses illogiques qui marchent. Bah ouais, c'est ainsi que nos étudiants ils vont se retrouver à faire du kayak à roulettes sur un lac gelé parce que c'est plus sûr. Parce que c'est plus sûr. Bah ouais. Qui sont les auteurs de ce livre? Alors c'est les deux qui l'ont commis, là, les deux auteurs, Arnaud Bornin et Nicolas Mathieu. Ils enseignent tous les deux la systémique. Il y en a un qui enseigne ça à la Sorbonne, l'autre à Paris 8 et à Sainte-Anne, et ils ne pratiquent pas le patin à glace. Alors jusqu'à preuve du contraire, on va quand même vérifier cette information. Ça, ouais. Et donc c'est Arnaud, je crois, qui s'apprête à être intervenant. Oui, on va le rencontrer, nous, dans notre groupe bientôt. Il va venir nous faire un petit coucou au mois de juin à la journée atelier. Il va nous parler de systémique, il va nous faire une révision parce qu'on l'a déjà abordé, mais du coup, ça va être sympa. Et ça se présente de quelle façon, alors, ce livre? Cette révision. La logique de l'acouphène. Ça se présente bien. Et c'est un livre en deux parties, en fait. Donc, c'est vrai qu'il y a une partie roman. C'est ça, son originalité. Paul, attrape le livre. On va, pendant ce temps-là, le montrer à la caméra. L'originalité du bouquin, et en dehors du fait que le roman m'a vraiment fait rire, mais vraiment. Alors, ça commence par un roman, c'est une histoire. Une histoire comme tout le monde, je vais vous lire la 4e tout à l'heure. Et après, il y a toute une partie didactique qui nous explique, en fait, les interactions systémiques qui sont passées dans le roman. Et c'est là que le bouquin, il est génial, en fait. Voilà, c'est pour ça que j'ai... Il y a un débrief. Ah ouais. Et puis, je peux vous dire qu'en termes de problématiques à résoudre, là, on se reconnaît tous, mais vraiment. Et alors, donc, il y a le titre du livre qui est interpellant. Ouais, la logique de l'acouphène, ça c'est pas banal. Et alors, vous saurez après pourquoi, je suis en train de me mélanger dans mes feuilles. La logique de l'acouphène, ça c'est pas banal déjà. Oui, non, c'est pas banal. Parce qu'on peut être nombreux à être concernés par cette question. Et puis, donc, je vais vous lire la 4e de couve. La 4e de couve. Ouais. Je vous la lis. Humilié en plein comité de direction, Antoine s'enferme dans les toilettes et s'effondre. Un battement d'ailes de papillon. Sans le savoir, il a libéré des forces mystérieuses qui vont bouleverser la vie de parfaits inconnus. Une logique implacable est à l'œuvre. Ce roman nous entraîne dans des aventures truculentes et pleines d'humour qui dévoilent un trésor révolutionnaire et méconnu, le petit traité de développement relationnel. Et c'est bien de lui dont on parle. Et pour terminer, un morceau choisi. Alors les morceaux choisis, c'est ça, je pense que c'est toi qui l'as, la feuille avec les morceaux choisis. La feuille, elle est là, d'accord, ok. Mais je comprends mieux pourquoi tu me faisais des signes. Il y a toujours une logique en fait dans la relation à l'autre. C'est connu. Un morceau choisi. Alors, il y en a deux. Je peux Allez, deux. Ouais, alors, si tu les fais en 12 secondes, c'est possible. On va essayer. Donc le premier, c'est un truc totalement, ça vient vraiment du bouquin, c'est vous allez comprendre le lien improbable qui existe entre Marcel Gottlieb, sa coccinelle, les brocolis et les acouphènes. Voilà, je vous le donne. C'est clair pour tout le monde? Non, c'est ok. Depuis, je mange plus de brocolis. Voilà. Et ensuite, la définition de la complexité. Alors ça, c'est terrible. La complexité, c'est comme un plat de spaghettis. Imaginez que vous mangez un plat de spaghettis à la bolognaise devant votre patron. Vous ne serez jamais certain de contrôler la trajectoire de la nouille et la catastrophe sera toujours au tournant de votre fourchette. Ben oui. J'adore cette définition. C'est ça. Et c'est pour ça que peut-être que le mieux, c'est d'accepter que c'est complexe, qu'on ne comprendra pas tout. C'est ça. Et puis c'est pas grave. Ouais. Finalement, ça se passe bien quand même. Merci Caroline, merci pour ce choix littéraire. Ça s'appelle, on le remontre peut-être à l'écran. Tiens, c'est un écrivain qui va le montrer. Ouais. C'est un écrivain qui va le montrer à l'autre caméra. Ça s'appelle La logique de l'acouphène. Place au débat, messieurs, dames. Dans un instant, plus de débat dans Jeu de mots avec Guy. Et on change de plateau tout de suite. Les débatteurs se mettent en place. Et oui, parce qu'on a un vrai débat, je sais pas. En tout cas, on a un débat
On a un débat qui arrive. Faut-il renoncer au pouvoir du manager? Et nous avons pour cela plusieurs débatteurs. Tout d'abord le retour de Michael qui va venir s'installer dans un instant. Michael qui va nous parler d'une expérience qu'il a vécue en tant que directeur d'usine. À côté de Michael, Philippe Manœuvre. Ouais, salut, ça va David? Bonjour Philippe, ça fait très plaisir. Je suis content de venir en Touraine, j'ai mon ami Mick Jagger à poster sur ça. Donc vous n'êtes pas que sur RTL dans les grosses têtes. Et non. Vous venez aussi dans J'ai de moi vous dire, ça c'est très très sympa. Alors vous êtes emballé par le fait de renoncer au pouvoir du manager, on va en parler dans un instant. Tout à fait. Face à vous, Micheline Dubitative. Bonsoir. Bonsoir Micheline, vous êtes sociologue essayiste, auteur du livre Pourquoi pas, faut voir. Ouais. Voilà, aux éditions Plomb. Et vous allez nous donner peut-être quelques... Je vais essayer. Vous allez essayer surtout, vous allez essayer de nous donner quelques exemples de ce que vous avez observé en entreprise. Et puis Micheline Grincheuse. Bonsoir Micheline Grincheuse. Bonsoir. Merci. Excusez-moi, vous pouvez rappeler le titre de l'émission? J'ai deux mots à vous dire. C'est bien ce que j'avais entendu. Voilà, j'ai deux mots à vous dire. Vous êtes évidemment très connu puisque vous faites énormément de plateaux de radio et de télé. Je rappelle que vous êtes la présidente du CPO-PPGC. Est-ce que j'ai besoin de rappeler ce que c'est? Bon, je vais peut-être le rappeler. Le comité des personnes outrées par pas grand-chose. Merci Micheline d'être avec nous. Et vous nous direz pourquoi. Vous nous direz pourquoi vous ne souhaitez pas renoncer au pouvoir du manager. Excusez-moi, oui. Je peux savoir pourquoi vous m'avez invité, s'il vous plaît? Non, parce que j'ai des choses sérieuses. C'est rock, David. Ouais, c'est génial. Vous avez un problème, monsieur? T'assure. C'est bien que vous soyez mise face à face. Pour parler du renoncement du pouvoir du manager. Faut-il renoncer au pouvoir du manager? C'est une blague. C'est le thème. Où est cachée la caméra? On va en parler. Alors les caméras sont derrière vous ou face à vous, mais on va en parler, s'il vous plaît. Tout le monde parlera dans ce débat. Michael, tout d'abord, un vrai témoignage. Vous êtes... véridique. Alors je vais continuer à te tutoyer pour le coup parce que c'est le vrai Michael qui va parler. C'est absolument ça. Et tu es direct... Je te rappelle qu'on a déjeuné ensemble ce midi. Exactement. et tu es... nous marchions sur une plage. Oui. Dans une saison... Non, on va pas raconter notre vie non plus. Non, merde. On va dire plus sérieusement que tu étais directeur d'usine et à l'époque, la boîte va mal. Alors, directeur industriel, effectivement, d'une usine que j'ai quittée il y a quelques temps. Pas longtemps. Une semaine. Simplement, j'ai 1 minute 30. Oui, c'est ça, top chrono. C'est parti. L'entreprise va mal et il faut L'entreprise va mal. Anticiper. Je suis le capitaine du navire. Et pardon pour mes propos, mais quand je vois que le compte de résultat, l'EBITDA ne va pas bien, j'en parle à mon PDG et je fais en sorte de ne pas lâcher le navire, justement, mais quand même de partir parce que l'entreprise va couler. Et alors, elle va couler. Et si elle ne me paye plus, il y a moins de chances qu'elle coule. Donc, je fais comme quelqu'un qui est dans une montgolfière, en fait. Il faut lâcher du lest. Donc le lest, ça va être toi, et le ça va lest, être ton poste. c'est moi, c'est mon poste. Et alors tu décides de donner les clés de tout ce que tu as fait à mes collaborateurs. Tes collaborateurs. Ça passe par quoi? Je leur donne, ça passe par de la formation, par leur expliquer comment tout marche, et ils sont pas plus bêtes que les autres, que ce soit les ouvriers, les techniciens, les ingénieurs. Alors je me tire une balle dans le pied. Ça fait mal parce que ça pèse, ça peut peser sur l'environnement familial, ça peut être dur, mais c'est soit ça, soit de toute façon dans quelques mois la boîte coule. Un exemple aussi, c'est que tu leur expliques comment s'adresser au client lorsqu'il vient visiter par exemple l'usine. C'est toi qui le faisais. C'est-à-dire que c'est moi qui avais la relation client. Et je leur ai expliqué comment mettre le client au cœur de l'entreprise. Voilà. Comment ils peuvent se débrouiller sans moi. Donc, encore une fois, je me suis tiré une balle dans le pied. Et puis tu négocies une prime pour eux. C'est paradoxal. Et je négocie une prime pour qu'ils le fassent parce qu'effectivement, c'est un plus dans leur boulot. Mais c'est quelque chose qu'ils adorent.
Et puis, moi, j'ai jamais oublié le fait que quand on quitte une entreprise et qu'on fait des prises de référence, il n'y a pas qu'un patron qui peut donner une référence. Il y a aussi les collaborateurs. Bah, bien sûr, c'est une vraie histoire. Philippe Manœuvre, ça vous inspire cette histoire? Alors, David, ça m'inspire parce que c'est l'entreprise libérée. Ça, je trouve ça génial. Tout le monde est autonome. Ça y ressemble, ça y ressemble. Micheline Grincheuse, restez avec nous, vous allez pouvoir répondre dans un instant. Je dis never the manager dans l'entreprise maintenant. Les jeunes libres dans leur mouvement, tu vois, mec. Ça, c'est génial, un peu comme l'entreprise Facebook aux États-Unis, tu vois. Les jeunes, ils sont autonomes, quoi. Ils jouent au baby-foot, ils jouent à la pétanque, ils ont envie de manger, ils mangent. Ils arrivent à 10h, ils repartent à 23h. Bosse, quoi. Ils arrivent à 10h, ils repartent à 23h. Et ils sont bons. Moi, je suis heureux pour toi que tu aies mis ça en place. Never the manager. Never the manager. Vous voulez réagir, Micheline Grincheuse? Ah oui, je veux réagir, non. Mais vous avez déjà vu ça, vous, une entreprise sans manager? Vous avez déjà vu ça? Tout le monde le dit. Tout le monde le dit. Le rock a su évoluer. Le rock a su évoluer pendant 50 ans. Laissez-moi parler, s'il vous plaît. Mais vous êtes complètement laissez Micheline Grincheuse. Tout le monde le dit. Quand le chat dort, les souris dansent. Non, mais quand même. Mais vous en faites, vous en avez fait quoi? Parce qu'il y avait bien des managers dans votre boîte. Vous en avez fait quoi, ces pauvres personnes qui sont nées avec le besoin de dominer les autres, d'encadrer les autres? Vous en avez fait quoi? Mais c'est des SB maintenant. Vous les avez virés. Il y avait des personnes qui avaient ce besoin-là de dominer, d'avoir de l'ascendance. Oui, il y avait des. Je sais pas si vous m'entendez bien. Oui. Voilà. Oui, il y avait des personnes, effectivement, d'un certain âge, qui avaient besoin d'avoir un patron qui leur dise c'est à 7h du mat qu'on embauche. C'est à 7h. Mais elles étaient largement moins brillantes parce que, au bout d'un moment, ça s'étiole. Hein. Voilà, on est moins bon. Hein. Elles étaient largement moins brillantes que ceux qui arrivaient à 10h, mais qui étaient des génies. Des génies. Mais c'est pas la question. C'est quoi la question? Mais quelle est votre question? Il y a des gens pour commander, il y a des gens pour obéir. Alors, vous dites, je supprime les managers. J'entends. Mais ceux qui veulent être managés, alors, vous en faites quoi? Je n'ai pas dit je supprime les managers. Il faut changer la vision des managers. Vous êtes en train de me dire que c'est des vieux qui arrivent à 7h qui sont juste capables d'obéir. C'est ce que vous êtes en train de dire. C'est un peu ça, ouais. Qu'est-ce que t'en penses, Philippe? Justement, Micheline, Micheline Dubitative, et je le rappelle, sociologue et essayiste. Micheline. Oui, alors allez-y, parce que vous avez effectué beaucoup d'enquêtes. Le titre de mon livre, d'observation. Pourquoi pas faut voir. Voilà, pourquoi pas faut voir, ça c'est le titre de votre livre. Aux États-Unis, l'entreprise Zappos, je ne sais pas si vous connaissez, a mis en place l'holocratie. L'holacratie. C'est quoi? En fait, c'est un système de gouvernance d'entreprise fondé sur la mise en œuvre formalisée de modes de prise de décision et répartition des responsabilités communes à tous. Okay. Oh, on me fait mal à la tête celle-là. Il faut un peu de remettre les. Alors ça vous plaît ça, l'holacratie, ça? En fait, je sais pas trop. Oui. Voilà. Ah oui, vous savez pas. Vous savez, c'est compliqué parce qu'en fait, c'est une utopie. Oui. Je suis d'accord avec vous. Mais en même temps, ça a un peu libéré les gens. Alors comment on fait? Effectivement, la limite dans cette entreprise, c'était qu'il y avait une forte des vieux qui étaient là. Comment ils sont faits pour être managés comme ça? Ils n'ont pas réussi parce qu'en fait, il faut s'adapter. Et effectivement, quand on a un certain âge, je suis d'accord avec vous, Micheline, on n'arrive pas à s'adapter. Par contre, en même temps, je suis un peu partagée. Moi, je m'appelle Micheline Duby, voilà, dubitative. Je suis partagée. Tu t'appelles Claire? Dubitative. En deux mots. Non, c'est Micheline. Je suis partagée parce qu'effectivement, c'est bien beau tout ça. Les managers, on en a plus besoin. Mais qui va prendre des décisions? Qui va prendre des décisions? Alors, ne vous trompez pas de débat. Hein. Je n'ai pas dit qu'il fallait pas de manager. Sinon, Germe n'existerait pas. Faut-il renoncer au pouvoir du manager? C'est simplement modifier le pouvoir des managers et avoir les couilles, à un moment, de dire, voilà, quand on est capable de comprendre un compte de résultat, ou un PNL en anglais, et qu'on voit que l'EBITDA est pas bon, se dire... Le BITDA, c'est quoi? L'EBITDA, c'est Earning Before Interest, Tax, en gros, c'est ce que tu gagnes. Okay. C'est ce que tu gagnes. C'est ce qu'on gagne à la fin. C'est le résultat d'exploitation, c'était mieux. Voilà. Et en fait, quand tu t'aperçois que ça ne fonctionne pas, et que malgré tout ce que tu peux mettre en place, tu laisses pas tes mecs dans la merde. Tu laisses pas tes mecs dans la merde. Micheline Grincheuse. J'ai une question. Alors, vous avez formé les gens, vous les avez laissés, d'accord? Oui.
Au final, cette entreprise, elle s'en est sortie ou pas? Ah, ça malheureusement, je le Ah, on Nous peut y pas, on peut voilà. pas en parler pour l'instant. Mais ça évolue, c'est comme le rock. Dans les années 50, le rock c'était les débuts. Maintenant, le rock il existe encore, 30 ans après. Ça a changé, ça marche toujours. Hein Putain, Mike. En tout cas, je l'aurais aidé. Je l'aurais aidé à s'en sortir. Un dernier mot peut-être, Micheline. Loyal, détective. honnête et droit. Mais Voilà. mettez-y des tables de ping-pong, des Mais jeux oui, mais vidéo, ça marche, des mais c'est canapés. Ça va créer de la richesse, tout ça. Mais oui, Mark Zuckerberg, il a fait ça. Oh, mais faites-le taire, mais faites-le taire. Il Première boîte Tout le monde parlera d'Europe dans le du débat. monde. Micheline Dubitative, un Je dernier me mot. pose la question, est-ce que c'est pas un peu l'anarchie quand même tout ça? Mais Pas non, du tout. Il faut évoluer avec son temps, dubitative. Tout doit rester encadré. Vous avez quel âge, Tout vous? doit rester encadré. On reprendra évidemment ce débat, on n'arrivera pas à vous mettre d'accord aujourd'hui, Non. on le reprendra une prochaine fois. Mais c'était rock, je te remercie, David. Merci. C'était génial. Merci Ouais, en tout c'était cas. très bien. Merci C'était à vous très quatre, bien, très bien. d'avoir été Je voulais avec nous. rappeler mon nouveau livre. Oui, bien sûr. Alors, votre nouveau livre, sait après, jamais. pourquoi pas vous voir. On sait jamais. On sait jamais, On ce sait sera jamais. votre prochain livre. Merci beaucoup, C'est merci sympa, d'avoir merci. été avec nous dans cette émission. Plus de débat dans J'ai deux mots à vous dire. Voici notre dernière invitée dans J'ai deux mots à vous dire. J'ai deux mots à vous dire. L'invité de l'émission. Elle avait 17 ans. Elle avait 17 ans d'entreprise en SS2I. Elle s'est éclatée dans cette entreprise familiale. Et puis, un jour, l'envie de faire autre chose. L'envie de rallumer sa vie, de réaliser son rêve. Au bout de ce rêve, là où la raison s'achève, je ne sais pas, on va lui poser la question. Elle a quitté son poste de manager, la présidence d'un groupe Germe, mais comment c'est possible, et est devenue dirigeante au panier d'Azay, à Azay-sur-Cher, juste à côté de Tours, un commerce qui propose des produits en circuit court. Voici Rose Noël Clément. J'ai deux mots à vous dire. L'invité de l'émission. Et on va lui poser plein de questions. On va lui poser plein de questions. Dernière invitée juste avant le cocktail, donc évidemment Rose Noël, on s'est mis d'accord si tu es ok. On va juste faire connaissance et puis ce sera super. Merci beaucoup en tout cas d'avoir accepté d'être avec nous parce que je sais que tu as un emploi du temps de dirigeante, hein, c'est-à-dire extrêmement tendu. En montant au panier d'Azay, est-ce que tu es allé au bout de tes rêves professionnels, là où la raison s'achève, comme dit Jean? Approche-toi bien du micro. Bonsoir et merci de m'accueillir. Bonsoir Rose. En grande partie, le plus beau rêve, c'était le contact avec les gens et donner et recevoir. Et à aujourd'hui, oui, ça me comble complètement. 17 ans, donc je le disais en SS2I, et puis un jour l'envie de se questionner ou déjà c'était présent Ça faisait déjà quelques années que je me questionnais. Et alors tu te questionnais de quelle façon concrètement? Sur savoir ce que je faisais dans la société. À quoi ressemble Rose qui Voilà, se est-ce que ça questionne? me correspondait vraiment? Ouais. Est-ce que ça s'était pas écarté de ce que je rêvais quand j'étais ado Tu rêvais de quoi ado? De liberté et de culture. Mais de culture dans les champs en fait. Ouais. Ah oui, de culture d'agriculture. Voilà. D'accord, c'est ça. Donc, et finalement, tu pars dans l'informatique, c'est une autre forme de culture. Voilà, là c'était une opportunité d'études, il y a une porte qui s'ouvre. Oh, on y va, il y a 99, l'an 2000, tout était rose, tout était attrayant. Et voilà, mais il y avait quand même des études de biologie juste avant de bifurquer dans l'informatique. Donc j'avais quand même gardé ma racine qui me rattachait à la terre. Il y avait des racines. Et puis donc tu te questionnes et puis tu fais des belles rencontres aussi. C'est ça, tout à fait. Déjà les groupes Germe, qui aident à ouvrir les idées, à aller au-delà de ces barrières. Un moment justement chez Germe que tu as vécu et qui t'a amené, Germe c'est le réseau de progrès des managers pour ceux qui nous prennent en cours, et qui t'a amené à un déclic, une prise de conscience. Alors, je me rappelle plus de la personne, mais je sais qu'elle est décédée maintenant. C'était la gestion émotionnelle. Et là, c'était une claque. Pierre Moulard, oui, Voilà. dont on a beaucoup Tout le monde parlé. a pris une claque dans la gueule ce jour-là. Avec la gestion des émotions. Ouais. Et là, tu prends conscience de quoi précisément? Des vraies valeurs de la vie. Des choses qu'il faut revenir sur Terre, vous rester proche des autres et ne pas les perdre de vue. Pas être dans les sphères ailleurs.
Pas trop. Allez, Marie-Pierre m'a rejoint au passage, elle te connaît bien puisque c'est l'animatrice du groupe dans lequel tu as été adhérente et même présidente. Tu interviens quand tu veux, Marie-Pierre. Oui, mais je suis ravie de te retrouver. Tu as été une des premières à initier Germe à Tours, puisque en 2011, quand on a créé le groupe, tu as été la première. Tu t'es investie très fortement dans ce groupe, puisque tu as été très vite élue présidente du groupe. Tu nous as même accueillis dans ton entreprise. Où on a ça, c'était avant qu'elle devienne députée. Hein. Oui, c'est ça. Un vrai engagement, un accueil. D'ailleurs, notre délégué général, Jean-Luc Guillou, est venu même chez toi. Il y avait vraiment une présence très très forte. Moi, je me pose la question, tu n'as pas un peu de nostalgie de Germe ? De Germe, si. Ah. Tu peux revenir quand tu veux. Et ben voilà, elle revient au moins dans les soirées Germe Plus. Qu'est-ce qu'on mange ce soir ? On mange plein de bonnes choses de la région. Bah oui. Des rillons, des rillettes, des fromages de chèvre, de la tome de Touraine, tome de vache. Et tout ça vient évidemment d'un rayon directement des géographique producteurs très d'Indre-et-Loire. Ouais. Voilà, tout à fait. Alors raconte-nous comment tu as décidé et rencontré les bonnes personnes pour créer ce commerce de produits locaux. Dans l'interrogation d'une reconversion, d'une nouvelle perspective, je consulte quand même le bulletin municipal de ma ville et je vois écrit projet de création d'un circuit court. Je dis, je vais voir le maire. Toc, toc, toc. Bonjour, monsieur le maire. Où en est votre projet? Qu'est-ce que vous voulez faire? Moi, ça me correspond, j'ai telle et telle qualité, etc. Et là, il dit, j'aime bien votre projet, j'aime bien votre audace. On se revoit dans 2 ans, parce qu'il y avait un temps de réflexion, de budget, etc. Et je dis, ok, dans 2 ans. Pendant 2 ans, Putain, 2 ans. Ça faisait longtemps, là. Pendant 2 ans, on a eu quelques échanges, mais très peu. Au bout des 2 ans, moi, j'étais libre. Je suis retournée le voir, je dis, on y va. Ouais. Et il a dit go. Ouais. Un politique, faut jamais le lâcher de toute façon. Caroline. Oui, moi, je voulais témoigner sur l'expérience de Rose, qui est une magnifique expérience. Elle nous disait tout à l'heure en préambule que la création de ce magasin, on ne peut pas plus un magasin. De ce magasin ambulant, pour le coup, puisque tu viens jusqu'à nous ce soir. Ouais, c'est vrai, ouais. En plus, c'est un vrai lieu de rencontre à Azay-sur-Cher. Moi, j'ai la chance de la voir régulièrement, en fait, parce que mes parents habitent là-bas. Et ils prennent soin de venir faire les courses, mais c'est un lieu de rencontre. C'est magnifique, en plus, qu'elle en a fait. Elle n'osera pas en parler, mais c'est très joli. Alors, vas-y, décris-nous, puisque tu aimes beaucoup les descriptions. Ouais, c'est un lieu magnifique. Alors, vous rentrez, vous avez des cagettes avec les légumes, avec les fruits. Prends des notes, Julien, pour ton prochain livre. Ah ouais. c'est mis en scène, c'est joli. Et après, vous avez tout un système d'accueil sur les produits locaux de la ferme, les produits laitiers, les produits frais. C'est juste magnifique. Elle prend un soin particulier à accueillir ses clients. Elle nous parle. Enfin, bon, et elle n'oublie pas le germe, parce que chaque fois que j'y vais, de toute façon, on en parle. Qu'est-ce qu'elle a de toi, cette entreprise? On va envoyer une pub germe. Elles sont où les comédiennes de pub? Qu'est-ce qu'elle a de toi? Je dirais mon sourire. Ouais. Parce que c'est ce que les clients me décrivent. Oui, il a fallu que tu passes par tes clients, là, oui. Pour le coup, pour savoir. Ouais. Ouais. Et pas seulement par ton après, intention. De moi, je dirais beaucoup de choses. Après, c'est difficile. Il y a bien tellement de sûr choses qui se sont cristallisées. Il y a de la passion, il y a les joies des rencontres, des visites, des producteurs. Rencontre. Ce jour-là, une belle rencontre. Une belle rencontre, ça fait pas si longtemps que ça. C'est un homme pareil, une reconversion. Il était en train de créer une biscuiterie qui s'appelle l'Amérantine à Serré-la-Ronde. Il est venu me voir, voilà, toc toc toc, je viens vous voir, je vais lancer ma gamme de biscuits, est-ce que vous intéresse? Mais une personne, je sais pas, on a envie de dire oui tout de suite, sans goûter, sans rien. C'est ça. La confiance immédiate. C'est ça. Mickaël, une réaction? Oui. Non, pas une réaction déplacée, pas du tout. non, on se connaît. Moi, je pense surtout que tu es une grosse bosseuse. Tu es une grosse bosseuse. Je te connais depuis un moment et sans ça marcherait pas. Et voilà.
C'est bien, c'est chouette. Eh ben on va le vérifier. On va le vérifier dans une seconde. Dernière question, Marie-Pierre. Ouais, moi j'avais peut-être une anecdote plutôt. Je pense qu'effectivement ce nouveau métier te va très bien. Le contact, la relation, c'est vraiment très 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 fort chez toi. Et je voulais juste ramener à nos souvenirs une anecdote. Tu as participé au début à la première grosse rencontre Germe, convention Germe au Puy du Fou. On a préparé ensemble un événement à faire, quelque chose à faire pour préparer cette rencontre au Puy du Fou. Et on a décidé avec le groupe de Blois, Orléans, de faire un flash mob. Et la chanson du flash mob vient de Rose. Elle nous a permis de choisir la chanson « Toi plus moi ». Vous devez tous connaître. Plus toi, plus tous ceux qui le veulent, plus lui, plus elle. Bon, Philippe Manœuvre, il est plus là, heureusement, parce que sinon il nous est là, enverrait chier. Il est pas loin. Et ça, c'est vraiment Rose, quoi. C'est ensemble. C'est ensemble, c'est tous ensemble. Eh ben écoute, ça s'appelle Au panier d'Azay. On va goûter, nous, mais on a déjà goûté tout à l'heure entre les deux parties, donc on peut déjà vous dire que c'est très très bon. Merci beaucoup Rose, Noël, Clément d'avoir été avec nous. C'est la fin de cette émission. C'était une émission spéciale Germe Plus à Tours. Merci à nos trois invités, Julien Boisset, Brigitte Bois, Rose, Noël, Clément. Merci à tous les germistes d'avoir été avec nous ce soir, d'avoir participé d'une façon ou d'une autre, soit directement, soit par votre écoute active. Merci à Virginie Loiseau qui est aux manettes, qui est à la réalisation. Elle fait tout, cette femme. Elle sait tout faire. Merci à Mickaël Bouquier. Merci à Elliot Bouquier qui est au cadrage et à la réalisation également. Marie-Pierre Loumont, Caroline M, les animatrices ici sur Tours. Marina va rejoindre l'univers magique de Germe. Je veux saluer aussi Thierry, puis les animateurs d'Orléans et de Blois qui sont avec nous. Merci à Nicolas Lessec pour le montage. Rappelez-vous, si vous souhaitez manager mieux, vivre plus heureux avec vos équipes, votre hiérarchie et vos clients, et bien même participer à la transformation sociétale des entreprises, il existe un univers magique, ça s'appelle le réseau Germe. C'est pas encore remboursé par la Sécu, mais ça devrait pas tarder. Merci à vous, à très bientôt dans Je Démon vous dire salut. Merci David. Plus de chez vous sans avoir préparé les 2 mots que vous avez Merci à toi nous dire. David. J'ai de quoi vous dire.